Donc, il devait être 10h30. Je me suis mise à pleurer devant mon bureau. Et je me suis dit, OK, là, j'y arrive plus. Et le problème, c'est que si je force, je sais ce que ça va donner, puisque j'ai vécu il y a 10 ans. J'ai commencé à ressentir des angoisses, une lassitude. Et chaque tâche était difficile. Mon père, un peu premier homme de ma vie quand même, ça a été très, très difficile. Et j'ai perdu ma boîte. Donc, en fait, mon corps a amalgamé que relation égale maladie de mon père et catastrophe en règle générale. Je récupère 43 000 euros dans ma poche. Sur les 43 000 euros, je dois payer 7 000 euros d'impôts. Et sur la société, pour m'être versé 43 000 euros, je dois payer 25 000 euros d'URSSAF. Mais à quel moment ? J'ai eu un vrai sentiment de culpabilité, de me dire, mais est-ce que je peux m'arrêter ? Est-ce que je suis légitime dans l'idée de m'arrêter ? Qu'on est dans une société où on est hyper sursollicité. Le téléphone. Le téléphone fait qu'on est demandé et sollicité tout le temps, au niveau pro et au niveau perso. Dès qu'on veut se détendre un petit peu, on va sur les réseaux. Et là, on voit des gens qui ont une vie super. #love, #la mer, #vacances, #c'est super. Donc, on voit la vie de gens qu'on aimerait avoir. Et en fait, plusieurs fois, je me suis dit, putain, mais je me sens hyper seule, en fait. Alors que je reçois des messages tout le temps, des appels, oui, Aline, vous avez appelé le notaire, enfin, toi, des vraies relations, quoi. Puis t'en as qui disent, non, mais la boutique, elle sera fermée cet après-midi parce qu'il y a des bonnes vagues, donc moi, je vais aller surfer. Ok. Mais ils ont raison. Et complètement. En vrai, ils ont raison. Et ouais. Ils vivent. C'est pas une question de fragilité. En fait, on passe des phases, et il y a des phases où on est super puissant, il y a des phases où c'est plus compliqué, il y a des phases de doute. Et en fait, il faut juste arrêter de culpabiliser les gens avec ça. Et c'est pas une fragilité. Et je pense que quand on traverse ce genre de choses, c'est pas qu'on est fragile. Au contraire, c'est qu'on est super fort. Donc, quand on vous dit à chaque fois ce qui vous rend heureux, votre vie réussie, c'est votre business, combien vous allez générer, c'est faux. Ce qui va vous maintenir en vie, qui va faire que vous êtes en bonne santé, c'est le mouvement, une bonne alimentation, certes, mais c'est le rire, c'est le créer de l'espace, c'est d'être en connexion avec les gens que vous aimez. Et en fait, les émotions étaient tellement positives, tellement bonnes. Quand j'ai levé mon nez de l'ordinateur, je me suis dit, mais ok, bah en fait, c'est déjà fait. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Donc, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. Et deuxième seconde, je me suis dit, mais en fait, la vie, ça sert juste à profiter chaque jour et à se nourrir chaque jour. Parce qu'en fait, là, même si elle avait sauvé des millions de personnes, si elle avait gagné des millions d'euros, si elle avait créé la plus grosse entreprise du monde et de l'univers, le jour où ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, je reçois une invitée de la saison 1 que vous avez adorée. Du coup, je trouvais ça intéressant de vous la réinviter, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez savoir où elle en est aujourd'hui, qu'elle raconte un peu son parcours. Je trouve ça aussi intéressant parce que vous allez voir que son parcours peut parler à beaucoup de personnes. C'est une entrepreneuse passionnée, mais qui vit un tournant de sa vie aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient se retrouver dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc on a eu envie de reprendre notre discussion, la suite quelque part, celle de la saison 1. Je vous présente, et d'ailleurs c'est mon amie, je vous présente Aline Lansac. Salut Aline. Salut. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, comme tu dis, je suis à un tournant, mais je suis contente de revenir, parce qu'effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le premier podcast qu'on a fait ensemble, et là, je suis dans une phase un petit peu différente, et c'est vrai qu'on en a discuté toutes les deux, tu m'as dit que ça pouvait être intéressant de repartager dessus, alors me revoilà. Et dans ton studio, cette fois-ci. Et ouais, on est dans notre propre studio pour cette saison 2. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation numéro 2. Oui, sache que tu es une des invitées de la saison 1 pour lequel j'ai eu le plus de retours. Genre, mais Aline, elle est géniale. Enfin, vraiment, en plus, on va se le dire, j'ai eu des invités qui avaient quand même des jolies communautés, etc. T'étais presque l'invité, on est amis dans la vie, mais entre guillemets, quand je dis anonyme, façon de parler. Et vraiment, je crois que t'es celle sur laquelle j'ai eu le plus de retours. Donc voilà, je tiens à le dire. J'ai même eu quelques haters. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un avec une communauté ? Donc effectivement, t'es dans un tournant de ta vie. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode de la saison 1, vous pouvez y retourner de mémoire. Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est l'épisode 16, Aline Lansac de la saison 1, donc l'épisode 16. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà, est-ce que tu peux te représenter ? Oui. Je m'appelle donc Aline, j'ai 38 ans et moi, j'ai monté ma deuxième boîte parce que j'ai eu une première société quand j'avais 23 ans, pendant environ 7 ans. Ça s'est soldé par un burn-out, dépression, où j'ai fini sous médicaments et où j'ai tout perdu de cette société.
Et puis ensuite, je me suis lancée dans l'immobilier, ça a fonctionné. Et il y a 4 ans, j'ai monté ma propre boîte avec 2 agences, avec l'objectif de créer des équipes, de développer des équipes, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Quand je dis que ça n'a pas fonctionné, c'est que j'avais effectivement une dizaine de personnes dans l'équipe, mais je me suis rendu compte que non seulement je ne savais pas manager, et qu'en plus, vraiment, j'aimais pas ça. Donc, j'ai fermé une de mes agences, j'ai libéré, je dirais, toutes mes équipes. Et aujourd'hui, on n'est plus que 2 dans l'agence avec mon frère. Voilà. Donc, mon parcours, grosso modo, c'est ça. C'est ce que j'avais raconté un peu dans la première partie. Ok. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où? Parce que moi, je sais où elle en est. Hein, si je sais que t'es assez ok de partager, en tout cas, certaines choses, hein, dans la limite de ce que tu voudrais partager. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ta situation et qui se posent certainement les mêmes questions, qui sont dans cette même tournant de vie que toi. Encore plus, les gens qui se reconnaîtront, donc que ce soit salarié ou entrepreneur, mais entrepreneur, parce que toi, tu l'es. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu en es aujourd'hui et comment tu te sens? Alors, c'est un peu délicat pour moi de venir effectivement te le présenter, enfin te dire un petit peu où j'en suis parce que j'ai complètement arrêté de communiquer il y a 2 mois. En fait, nous, on a traversé une crise de l'immobilier en 2023-2024, donc j'ai énormément travaillé, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie, jusqu'à ce début d'année 2025 où le business a repris, l'activité a repris. Enfin, je crois qu'au mois de mars ou avril, j'avais fait l'intégralité du chiffre d'affaires que j'avais fait l'année d'avant. Donc, on a super bien bossé. Mais en fait, à partir du moment où la société a recommencé à bien marcher, à bien tourner, j'ai commencé à ressentir des angoisses, une lassitude. Et chaque tâche était difficile. Et ça, c'est quelque chose que j'avais ressenti il y a 10 ans quand j'ai fait mon burn-out. Tu pourrais dire quelle tâche? Parce qu'en fait, Oui. ouais. Oui, alors je me souviens très bien, c'était un lundi matin, j'étais devant mon bureau, j'avais ma fin de mois à faire, donc récupérer toutes les factures du mois pour les envoyer au comptable pour le calcul de la TVA. J'avais des estimations à faire, j'avais des offres à traiter, j'avais différentes choses à faire. Je devais appeler mes clients pour leur faire des retours sur leurs biens, sur les mises en vente, etc. Et en fait, chaque tâche que je devais faire me paraissait trop. Et en fait, j'étais dans mon bureau, dans mon agence, dans tout cet univers que j'ai créé. Et en fait, j'avais plus envie d'être là. Donc, il devait être 10h30. Je me suis mise à pleurer devant mon bureau. J'ai appelé une ou 2 amies. Et en fait, je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, OK, là, j'y arrive plus. Et le problème, c'est que si je force, je sais ce que ça va donner, parce que j'ai vécu il y a 10 ans en étant sous traitement médical, etc. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai pris un rendez-vous chez le médecin, mais pour dans 1 semaine ou 10 jours. Donc, ça m'a laissé 1 semaine, 10 jours pour réfléchir, je t'ai appelé, on en a parlé d'ailleurs, etc. Parce qu'il y a eu un vrai sentiment de culpabilité à me dire, mais potentiellement, là, il faut que je m'arrête. Alors, j'avais prévu, moi, j'ai pris un système de prévoyance il y a 2 ans et demi, parce qu'ayant vécu ça il y a 10 ans, je me suis dit qu'on m'y reprendrait pas. Et une prévoyance, ça pourrait être bon aussi si je devais vivre une grossesse ou si je me cassais quelque chose. Enfin, je me suis dit que ça pouvait être bien. Et j'ai eu un vrai sentiment de culpabilité de me dire, mais est-ce que je peux m'arrêter? Est-ce que je suis légitime dans l'idée de m'arrêter? Parce que là, je suis juste un peu surmenée, un peu fatiguée, mais sauf que je sais où ça va me mener. Donc, ça m'a laissé 1 semaine, 10 jours pour digérer. Et quand je suis allée chez le médecin, non seulement elle m'a arrêtée immédiatement, mais en plus, elle m'a prescrit des médicaments. C'est très difficile parce que vous avez ce sentiment, j'ai eu ce sentiment en tout cas peut-être de l'imposteur. Je suis juste un petit peu fatiguée, là je m'arrête pour surmenage, burn-out. Elle est où la limite? Mais aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis en arrêt, du coup. Parfois, j'ai des sollicitations de clients et j'ai même pas la force d'y aller, en fait. J'ai même pas voilà. Mais j'ai pas forcément communiqué publiquement sur le fait que j'arrêtais. Parce que moi, j'ai beaucoup développé mon business via les réseaux sociaux au niveau local. J'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant Aline, qu'est-ce que tu deviens? Tu publies plus? Voilà, est-ce que ça va, etc. Donc, je vois bien que j'avais quand même une petite communauté, malgré tout. Mais ça me manque de plus communiquer, c'est vrai. Mais par contre, là, je suis à un moment où je ne sais pas où je veux aller et je ne sais pas ce que je veux faire. Et j'ai beaucoup de mal à accepter de m'arrêter. De m'arrêter au niveau de mon travail, de m'arrêter au niveau de mes clients avec qui je suis en contrat actuellement.
mais aussi de pas avoir ce truc dans la tête et dans le corps qui m'excite et qui fait que je suis toujours en train de chercher, de fouiller, de faire. Et en fait, là, en ce moment, mes préoccupations, c'est mes mots croisés et ma série. Voilà. Et j'ai du mal à accepter de freiner, d'arrêter et de faire du vide. Alors, je vais revenir sur ce que tu as dit beaucoup de choses. Je vais revenir sur un truc que tu as dit au tout début, puis je vais revenir au fur et à mesure. Tout début, tu as parlé juste avant d'aller chez le médecin, parce que je sais que tu as vécu un burn-out il y a 10 ans. Moi, j'ai vécu le mien il y a 5-6 ans maintenant. Aujourd'hui, on a fait l'épisode 26 sur le burn-out, justement, où on explique exactement les statistiques sur le burn-out et le danger pour notre société et en quoi c'est un sujet structurel. Ce qui m'intéresse là, c'est l'aspect un peu psychologique que beaucoup de personnes vivent et que tu as dit, c'est j'ai pris rendez-vous chez le médecin et cette sensation de je culpabilise. Ouais. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus ? Quand tu dis culpabilité, qu'est-ce que tu entends par... Quand tu vis ça à ce moment-là, est-ce que tu es capable de le décrire ? C'est quoi que tu entends par culpabilité à ce moment-là ? Culpabilité par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Parce que pour moi, je sais qu'il y a des injonctions, mais c'est un poids qui est hyper lourd. On vit tous avec des poids de culpabilité et de honte qui nous freinent à juste accepter ce que notre corps nous dit, en fait. Et alors que pour le moment, tu prends le courage de dire, OK, puis j'aime bien parce que tu prends le rendez-vous chez le médecin, 10 jours, quoi, histoire de dire je peux l'annuler, je peux pas l'annuler. Enfin, il y a de voir cette espèce de suspense et cette culpabilité. Est-ce que tu pourrais nous la décrire ? Oui, alors c'est un mélange. Je sais que toi, lors de ton burn-out, tu t'es retrouvée à ne plus pouvoir te lever de ton lit. Moi, j'en suis pas là. Donc en fait, à partir du moment où j'en suis pas là, et c'est ce que j'ai vécu il y a 10 ans aussi d'ailleurs, hein, je pouvais plus me lever, me maquiller, m'habiller, tout était trop lourd. Là, j'en suis pas là. Du coup, est-ce que je suis vraiment en burn-out ? Est-ce que c'est pas juste parce que je suis dans un métier qui est cyclique et que là, je suis un peu fatiguée ou que hormonalement, je suis pas dedans ou que... Et en fait, est-ce que je suis vraiment légitime à dire là, en fait, je frôle le burn-out ? Je sais pas. Je savais pas. Et j'ai des clients qui m'ont signé. Alors moi, donc je suis dans l'immobilier. Je ne travaille qu'en exclusivité. Donc tous les biens que j'ai à la vente sont signés en exclu. Il faut savoir que quand un client me confie son bien, il me met entre les mains à peu près tout ce qu'il a. En tout cas, le plus précieux au niveau patrimonial de ce qu'il a. Donc moi, j'ai fait signer des mandats en exclu. J'ai promis à mes clients que je serais là, que je serais présente, réactive, que je ferais ce qu'il faut, etc. Et je vais aller me mettre en arrêt. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Et en fait, si tu veux, quand j'ai pris rendez-vous chez le médecin, le lendemain, j'avais rendez-vous le matin avec mon comptable, mon expert comptable, et l'après-midi avec la personne qui m'a fait signer le contrat de prévoyance. Le matin, je suis allée voir mon comptable et je lui ai expliqué ce qui se passait. Et il m'a rassurée, quelque part, c'est marrant. Et il m'a dit, mais vous savez qu'il y a eu une enquête qui a été faite, je crois que c'est par l'URSSAF, 1/3 des entrepreneurs est en burn-out non déclaré. C'est dire le poids de la culpabilité chez la plupart d'entre eux. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, déjà, je ne suis pas seule et j'ai le droit. L'après-midi, j'avais rendez-vous avec ma prévoyance qui me dit, OK, effectivement, c'est une pathologie qui est reconnue. Alors bon, il y a un délai de carence, etc. Mais elle m'a surtout dit avec toute sa bienveillance, si tu as besoin de t'arrêter, arrête-toi. Parce qu'en fait, si tu pousses trop loin, à un moment donné, vraiment, c'est ton corps qui va lâcher. Est-ce que je veux revivre ce que j'ai vécu il y a 10 ans ? Non, je veux pas. Si je peux me permettre, alors, ce que j'entends quand même là, c'est que t'as les signaux, et j'aimerais que tu nous donnes tes signaux aussi, mais t'as les signaux, mais là, t'es en train de dire, je vais aller voir le médecin, le comptable et mon assureur pour, entre guillemets, légitimer ce que mon corps me dit, en fait. Parce que moi, toute seule, juste parce que... je sais comment tu bosses, hein. J'ai travaillé comme ça, j'ai développé une boîte qui fait ça. À titre d'info, je sais pas si tu continueras ou pas l'immobilier, c'est pas le sujet, mais en tout cas, si vous avez des biens, allez voir Anne Lance, qu'elle se bat pour vos sujets, quoi. Enfin, voilà. Et hier, je sais plus ce que tu me disais un truc avec un géomètre, je dis, c'est toi qui t'occupes du géomètre? Elle me fait, bah oui. Je lui dis, mais moi, quand j'ai vu une agence immobilière la dernière fois, c'était il y a des années, je lui demandais juste, est-ce que tu peux m'ouvrir pour que je fasse les mesures pour les travaux? La meuf m'a dit, non, il est 18h, je peux m'occuper de mes enfants. Et elle va prendre sa com de 20-30 000. Si tu voulais, voilà. Bref, c'est des petits. Moi, je le fais pour une com de 12 000, hein. TTC. Non, mais c'est pour dire, mais c'était une tabarté, je suis partie dans tous les sens. Mais ce que j'entends, voilà, pour revenir, c'est que
tu as des signaux, tu l'as déjà vécu, tu le sens dans ton corps, voilà, et j'ai un combien sur les signaux. Mais en fait, pour t'autoriser à y aller, Ah oui, mais c'est hyper dur. 3 personnes, quoi. Ouais, mais c'est hyper dur. Et c'est pas un jugement, c'est Non. pour que les gens, parce que je sais que ce que tu vis, je suis persuadée, surtout quand tu viens de dire par rapport à ton comptable, que justement, il y a 30% des entrepreneurs qui sont en burn-out non déclarés. C'est que ton cas, s'il y a des gens qui nous regardent, le vivent, et qu'effectivement, il y a ce besoin de se dire, c'est bon, c'est vrai, j'ai le droit, je peux y aller. Ah, ok. Ouais, mais la limite, elle est vraiment très fine. C'est-à-dire que je sais ce que je ressens. Je sais ce que j'ai vécu il y a 10 ans et pourquoi je me suis retrouvée sous médicaments, cette sensation d'avoir envie de dormir tout le temps, d'être couchée, de ne pas pouvoir se lever, etc. Là, j'en suis pas là et je me dis, mais est-ce que j'ai le droit, finalement, de m'arrêter ? Est-ce que j'ai le droit de me dire en burn-out ? Et en fait, l'assureur m'a rassurée en me disant, oui, c'est une pathologie, etc. Mais une fois que j'ai été arrêtée, moi j'avais un délai de carence de 30 jours, une fois que j'ai été arrêtée, j'ai reçu une lettre au bout d'1 mois et demi qui disait que l'assurance avait changé ses conditions et qu'aujourd'hui, pour pouvoir être déclaré en burn-out et toucher tes indemnités, il faut que tu puisses justifier de 5 jours d'hospitalisation. Alors, j'étais hors de moi. Parce que pour avoir vécu ça il y a 10 ans et dans la forme la plus sévère, on va dire. Sévère, exactement. À aucun moment, j'avais besoin d'être enfermée 5 jours dans un hôpital. Ouais, moi non plus. J'ai jamais été. Enfin, je faisais canapé, lit, canapé. Enfin, j'avais pas réussi à lever mon corps. J'ai péniblement été voir un médecin. Elle m'a donné des médocs que je n'ai pas pris, moi, pour le coup, mais ça ne nécessitait pas 5 jours d'hospitalisation. Et on en a discuté, et t'as raison. Enfin, c'est une aberration, dans le sens où on vient de dire les hôpitaux sont complètement bouchés. Enfin, c'est une manière de dire oui, on vous prend en compte, mais en fait, vous ne serez jamais remboursé. En fait, c'est soit hôpital classique, et effectivement, on n'arrête pas de nous rabâcher qu'il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux. Enfin, moi, je sais, je suis allée me faire recoudre le pied il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. On était les uns derrière les autres, à côté des toilettes, dans le couloir. Enfin, c'est aberrant. Donc, soit ça, soit c'est l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si tu y as déjà mis les pieds. Non. Voilà. Mais moi, je suis allée voir une amie qui a fait un petit séjour. C'est quand même dramatique. Donc, on se déclare en burn-out et on doit aller passer 5 jours enfermés dans un hôpital, soit à prendre des cachets avec des infirmières, soit à cohabiter avec des gens qui ont des sérieux problèmes psy. C'est pas la solution. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez pas justifier de ces 5 jours d'hospitalisation, on ne peut pas être déclaré en burn-out. Je rappelle donc pas remboursé, on est d'accord. Donc pas remboursé, donc pas couvert au niveau de ton assurance. Pas couvert au niveau de mon assurance. Et j'ai quand même, je le rappelle, 1/3 des entrepreneurs français qui est en burn-out non déclaré. Est-ce que ça va aider ça ? Non, ça va pas aider. Ça va pousser à ce que les gens aillent au bout de ce qu'ils peuvent faire, qu'ils soient mal et que ce soit de pire en pire. Bah oui, mais parce qu'il y a des gens qui abusent. C'est ça qu'ils m'ont répondu. Bah oui, mais il y a des gens qui ont abusé. Mais il y a des gens qui abusent du système depuis toujours. C'est pas pour ça qu'on coupe les aides aujourd'hui. Donc à un moment, il faut apprendre à faire les choses différemment. Je pense que le burn-out, c'est quelque chose de nouveau qui est aujourd'hui dans la conjoncture d'aujourd'hui, mais qui n'y était pas, on n'en parlait pas à l'époque de nos parents. Et je ne pense pas que c'était un sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. C'est pas qu'on en parle aujourd'hui et qu'on n'en parlait pas à l'époque. C'est que ça existe aujourd'hui. Je ne pense pas que ça existait à l'époque. Alors, ça devait exister, mais je pense qu'il y a un phénomène de nombre aujourd'hui. Je pense que c'est la quantité. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de la structure. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé à partir de notre génération, à peu près. Et ça va être de pire en pire. Il y a des choses qui sont en train de changer structurellement. Et il faut en prendre conscience. Et que ce soit les assureurs, le gouvernement, etc., on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et il y a une vraie culpabilité parce que moi, cette entreprise, j'ai mis sur la table tout ce que j'avais. Je suis seule. Enfin, moi, je suis célibataire et sans enfant. Donc, ma maison, mes travaux, l'entreprise, tout ce que j'ai, je l'ai fait seule. Le jour où j'ai des difficultés et où je suis allée trop loin, parce que je suis pas en burn-out parce que je suis feignante, je suis en burn-out parce que j'ai bossé 7 jours sur 7, que j'ai géré à moi toute seule des 1000 et des 100 de choses à faire, etc. Et la charge mentale que ça a impliqué. Et quand aujourd'hui je suis dans la difficulté, on va me dire bah ouais, mais si tu peux pas justifier de 5 jours d'hospitalisation, ou vas-y, prouve-moi que vraiment tu vas pas bien. Mais même moi, je me dis ok, est-ce que je justifie ou pas ? Est-ce que je suis légitime ou pas ? C'est compliqué. Et on a plus besoin d'accompagnement et de bienveillance. Moi, j'ai quand même mon médecin qui m'a levé les yeux au ciel parce que je lui ai dit que je voulais pas prendre d'anxiolytiques.
Et que je préférais faire du yoga, rencontrer des gens qui me faisaient du bien, faire du sport, enfin, tous ces... alors on voit plein de vidéos sur les réseaux sociaux sur comment avoir plus de sérotonine, dopamine, etc. Donc, on essaye un petit peu plein de choses, mais j'ai pas envie d'être sous anxiolytique. C'est assez dramatique tout ce que tu racontes là, et c'est ça que je voulais te faire témoigner, parce que t'es pas dans une situation qui est figée où je suis sortie de quelque chose, t'es en plein dedans. Et justement, aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que toi. Et moi, si je reviens sur ce qui m'est arrivé, c'est que quand moi, je suis allée voir le médecin, alors moi, pour le coup, en burn-out en 2019, je savais même pas que ça existait. Je connaissais même pas le mot, moi, en 2019. Il y a un matin, c'est-à-dire que ton cerveau est actif, et mon corps ne peut plus bouger de mon lit. Enfin, genre, il y a plus de jus, quoi. C'est flippant, hein. Franchement, c'est flippant. Il y a un moment, il y a une espèce de sursaut de quelque chose. Tu peux même pas prévenir ton employeur, hein. T'es vraiment en chaos technique. Et au bout de, je sais pas, X temps, tu finis par pouvoir envoyer un SMS, pouvoir prendre rendez-vous chez un médecin. Et je me souviens qu'effectivement, c'est pour ça que c'est des sujets que je veux voir avec un médecin généraliste spécialisé. Elle était géniale, ma Toubib. Quand elle m'a vue, elle m'a arrêté direct. Mais ils étaient complètement désemparés. Elle te dit, t'es juste, moi de la journée, t'es la 5e comme ça. J'ai été dans Paris, dans un quartier où il y avait effectivement certainement beaucoup de gens qui travaillaient en finance, banque, assurance, etc. Elle me dit juste, t'es la Xème de la journée. Et elle te dit, ok, je t'arrête parce que au démarrage, ils peuvent t'arrêter une semaine, 15 jours. J'ai un peu oublié depuis. Puis après, au fur et à mesure, ils t'arrêtent mois par mois. Et je me souviens, elle me donne des anti-anxiolytiques. Je n'en avais jamais pris de ma vie. Jamais. Je me souviens, je crois que j'en prends 2 ou 3 jours. Je retourne la voir direct en disant ça va pas être possible là. Et je lui dis, je ne les prends pas. Et ça se trouve, j'aurai des problèmes avec la Sécu, avec ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour montrer... Là, quand on entend tout ce qu'il y a entre le budget du gouvernement, le fait qu'ils sont en train de retirer, de dérembourser des pathologies longues, etc. Et là, Toubib qui me dit, non, je vais te les prescrire tous les mois, parce que si, au niveau de la Sécu, on ne voit pas que tu prends des anti-anxiolytiques, donc c'était en 2019, tu risquerais d'être requalifié. Parce qu'au bout de 6 mois, en plus de ça, on passe un entretien avec la Sécu pour justifier. Pour ce moment, il y a des gens qui abusent, mais pour s'assurer que tu es bien malade. Et ça revient exactement à ce que tu as dit. C'est un peu ce sujet entre les victimes et agresseurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être jugé. En fait, en plus on est entrepreneur, parce qu'on va parler à mon avis on va dévier un peu sur ce sujet de l'entrepreneuriat, on gagne ce qu'on gagne, c'est la sueur de notre front, on s'arrache tous les jours, et à la fin, qu'est-ce qui nous reste ? C'est un autre sujet, mais c'est certainement, je sais qu'on a discuté, c'est ce qui a contribué aussi à ça, donc on va en parler, à ta fatigue et à ton point de rupture. Mais ce que je veux dire par là, c'est on est obligé de prouver. En fait, on est dans un état, c'est comme avec les 5 jours d'hospitalisation, c'est-à-dire que à ce moment-là, on est dans un état où, comme tu dis, il y a de la culpabilité, pour certains, il y a de la honte. On est des gens qui avaient des listes et des to-do listes à plus... plus en pouvoir. Ouais, plus en pouvoir, voilà, clairement. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui s'arrête. On est éteint. Pour certains, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Et on doit encore prouver et justifier notre mal-être. Pour pouvoir potentiellement obtenir de l'aide ou du soutien pour s'assurer qu'on n'abuse pas, alors qu'on est certainement ceux qui ont certainement abusé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a certainement trop tiré sur la corde. Et en plus de ça, quand on est entrepreneur, et on va arriver, parce que je sais qu'on en a parlé avant, de ce sujet de « Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à cette notion de lassitude ?» Parce que tu parlais des tâches tout à l'heure. Cette notion de qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, donc on reprend l'épisode 1, tu expliques, tu parlais des notions de RH quand tu avais ton rêve dans l'immobilier, comment ça marche malgré la conjoncture, les hauts, les bas, etc. Et là, on te retrouve aujourd'hui en disant « Ok, là, je suis en arrêt, je sais même pas ce que je vais faire. Mes journées, c'est entre je regarde ma série, allonger sur un transat et faire des mots croisés. » Qu'est-ce qui t'a conduit à ça, autre que ce que tu as expliqué tout à l'heure ? En fait, si tu veux, y a pas que ça. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai monté ma société, je me suis retrouvée à devoir faire de la comptabilité, de la gestion, etc., etc. Toutes les tâches d'un chef d'entreprise. Donc, je ne suis pas surprise, c'est pas le sujet. Mais en fait, je me suis rendu compte que avant, je travaillais, j'étais mandataire rattachée à des agences. Je récupérais au mieux 60% du chiffre d'affaires que je faisais. Là-dessus, je payais 25% de charges, impôts compris. Et après, c'était pour moi. Donc, je travaillais beaucoup. Donc, je gagnais bien ma vie. Et puis, le reste du temps, je partais en vacances. Voilà, ça, c'était ma vie. Depuis que je suis chef d'entreprise, au final, je me rends compte que tout ce que je fais, c'est pour payer des charges. Que la première année, je me suis payée 43 000 euros. Donc, alors, ça peut paraître bien, mais pour tout ce que j'ai fait, c'est pas énorme. Investissement compris, hein ?
Parce que t'as investi, trouvé un local. Ouais, Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est... Pour te dire, la première année, en montant 2 agences, en faisant les travaux, en faisant tout ce qu'il y a à faire, en recrutant des gens, etc., j'ai fait 350 000 euros de chiffre d'affaires, quasiment toute seule. C'est TTC. Hein. Là-dessus, donc 300, on va dire, 300 grosso modo. Sur 300, j'aurais dû récupérer 60%. D'accord ? J'ai récupéré 43 000 euros. Donc 60% de 300, ça fait 180 000 euros. Hein, je vous facilite le calcul. Donc, je récupère 43 000 euros dans ma poche. Sur les 43 000 euros, je dois payer 7 000 euros d'impôts. Et sur la société, pour m'être versé 43 000 euros, je dois payer 25 000 euros d'URSSAF. Mais à quel moment ? Les 25 000 euros que je paye à l'URSSAF, c'est 25 000 euros hors taxe de commission que je suis allée chercher. Donc 25 000, ça doit faire 30-35 000 à peu près, TTC. Donc je suis allée chercher 30-35 000 qui correspondent à 3-4 commissions, hein, grosso modo. Donc je suis allée faire 3-4 entrées de mandat, 3-4 ventes, etc., pour ne payer que l'URSSAF pour avoir le droit de me payer, grosso modo, 35 000 euros hors impôt. Mais en fait, je suis lassée, je suis fatiguée. Et ça me lasse, ça me fatigue. J'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Et tu vois, pour te dire, quand je suis allée voir le comptable avant le rendez-vous médical, on était à ce moment-là à peu près 180 000 euros de résultats projetés, hein, parce que nous, on signe des compromis, donc on n'est pas payé. Résultat, c'est après, il y a le chiffre d'affaires, parce que là, on a enlevé toutes les charges, donc c'est vraiment le bénéfice, quoi. Voilà, donc 180 000 euros de bénéfices au mois de mai. C'est quand même fou. Alors, j'avais beaucoup réduit mes charges, j'ai développé mon chiffre d'affaires, enfin, super. Et je me dis, OK, admettons, si par exemple je devais fermer la société aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il se passe tout simplement que l'État me prend 50% de mon bénéfice. C'est-à-dire que pour arriver à 180 000 euros de bénéfice, c'est 180 000 euros moins la TVA que j'ai déjà payée, hein, donc je vous laisse faire le calcul. Et puis là-dessus, ils vont venir me prendre, je crois que c'est 25% d'impôt sur les sociétés et 30% de flat tax. Alors, je trouve que le terme est hyper funky, mais en fait, c'est 30% qu'ils te prennent. Donc, sur 160 000 euros, il va me rester 84 000 euros. Mais de quel droit, en fait ? Mais pourquoi moi, je vais continuer à me mettre la rate au courbouillon, à aller convaincre des clients, à être dispo jour et nuit et week-end, etc., pour que l'État, il me prenne tout ça ? Enfin, alors, je n'ai pas la solution. En fait, aujourd'hui, j'ai pas la solution, mais j'ai l'impression que la solution, c'est d'aller gagner juste ce qu'il faut pour payer mes charges, et puis, c'est tout. Limite, aller demander des aides, etc. Mais c'est pas mon mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, la charge mentale, la charge financière. Et là, le Premier ministre qui nous dit que chacun d'entre nous doit faire des efforts. Mais en fait, j'ai mal à ma France. J'ai mal à ma France. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans un monde de dingue et je n'en comprends plus le sens et je ne suis pas alignée avec ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire, mais l'objectif, c'est même pas de me dire comment je peux bien gagner ma vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, bien gagner sa vie, ou alors il faut rester auto-entrepreneur. Voilà, je paye mes 25%, je vais pas trop haut, je suis pas trop bas, je fais mes trucs. Mais en fait, on nous maintient dans un espèce de boulgui-boulga. C'est comme ça que ça se dit ? Ouais, ce que j'utilise souvent. Boulgui-boulga. Mais de marasme comme ça, où faut pas aller trop haut, faut pas trop se faire remarquer, ou alors tu vas vraiment très très... Ouais. Moi, je veux juste... Je gagne ma vie, je travaille je récupère mon argent, déjà je paye 20% de TVA, et le jour où je vais mourir, en plus, on va encore me prendre sur ma succession. Enfin, je comprends pas et je suis plus OK avec ça. Donc, la question, c'est... Mais ce qui m'intéresse, c'est que on pourrait avoir un débat politique là-dessus, mais c'est des sujets sur lesquels on reviendra traiter dans la relève, parce que c'est au-delà de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ce sujet-là de l'économie et du capitalisme, c'est des sujets qui sont importants pour nous, parce qu'en fait, pour moi, le burn-out n'est que la conséquence. Tu vois, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que tu nous expliques c'est quoi les sujets qui t'ont mis en rupture, parce que c'est des sujets dont on n'entend pas souvent parler, de se dire, mais ce qui m'a mis en rupture moi, en tant que chef d'entreprise, ça a été ça, dont ça, c'est-à-dire qu'à un moment, enfin, la douche froide, c'est-à-dire que je trime, je suis épuisée, il se passe ça, j'ai toutes les charges, je prends tous les risques, je suis pas couverte, mon assureur me dit limite, faut que tu sois hospitalisée, et en plus, à la fin, est-ce que j'ai, avec tout ce que j'ai bossé, j'ai suffisamment pour, sans demander rien à personne pour me baquer? Ah bah pour te baquer, en fait, on va déjà t'enlever 50%, en fait, il te reste plus qu'une bouée, on t'enlève la deuxième bouée, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de se dire, on n'en parle pas souvent, on parle souvent le burn-out, alors c'est quoi les symptômes, etc. On parle souvent dans le salariat, on parle souvent du management toxique, le fait qu'on soit sursollicité, etc. Tu es sursollicité parce que je sais que tu acceptes d'être sursollicité, je vois à quel point tu réponds oui tout le temps
très vite à ton téléphone, pour le coup, tu coupes jamais, on en parlera juste après. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir comment une chef d'entreprise aujourd'hui est capable de dire aussi ce qui m'a mis dans le jus. En fait, c'est à un moment de voir à quel point je travaille, je m'épuise, et pourquoi à la fin, pour rien. Alors, il y a des gens qui vont pas aimer ce discours-là, mais quand vous êtes entrepreneur, il faut juste que vous compreniez ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été salariée dans une grande entreprise française, voilà, du CAC 40, donc avec tous les backups qu'il peut y avoir. Quand vous êtes entrepreneur, il y a zéro sécurité. On n'a pas de chômage, on n'a aucune soupape. Ça veut dire que si on se lève pas le matin et qu'on se bouge pas le cul, il y a rien qui rentre. Hier, tu m'as demandé, on discutait et je te disais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais aller. Et tu m'as dit, mais qu'est-ce qui t'inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est de plus avoir de revenus, en fait. Parce que moi, j'ai rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je serais salariée, même à la caisse d'un supermarché. Demain, j'arrête le boulot, je suis en arrêt pendant longtemps, et puis ils décident de me licencier, j'en sais rien. Je touche le chômage. Là, aujourd'hui, si je ne prends pas une décision rapidement, je vais aller où ? Je vais rester en arrêt pendant 6 mois, 1 an ? Mais même psychologiquement, moi, je suis pas ça. Là, ce matin, je me suis levée à 9h30. Le premier truc que je t'ai dit, c'est il faut que je reprenne un rythme parce que ça va pas du tout. Parce que j'accepte pas d'avoir le rythme mais là, de c'est un cette autre personne. sujet. Oui, mais j'accepte Mais pas d'avoir bon. le rythme de cette personne qui ne travaille pas. Maintenant, tu me posais la question de ce qui m'a déclenché. Moi, je me suis pas associée. J'ai tout fait toute seule. Je suis très, alors je sais pas si ça va parler ou pas, moi je suis très cerveau droit et pas du tout cerveau gauche. Donc tout ce qui est minutie, administratif, paperasse, etc., je suis pas à l'aise. Là d'ailleurs, quand je suis arrivée en vacances, le premier truc que j'ai fait, et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, je me suis assise à la table à côté de la piscine, parce que j'ai une table à côté d'une piscine, et j'ai sorti tous les papiers que je devais faire depuis 6 mois. Donc j'avais à peu près 8 contraventions. Donc j'ai fait 8 chèques au Trésor public en leur expliquant la situation, que j'avais une vraie phobie administrative, que là j'avais pris sur moi et que j'espérais qu'ils allaient Être un peu indulgent. être un petit peu indulgents, effectivement, parce que j'ai payé les sommes non majorées. Hein. J'ai essayé. Mais parce que c'est un vrai sujet, ces contraventions, elles sont dans mon salon depuis 6 mois, mais rien que le fait de les voir, c'est trop. Donc, en tant que... Et ça, c'est au niveau perso, mais au niveau pro, tous les mois, il faut que je récupère toutes les factures, que j'envoie au comptable, qu'on fasse la TVA, il faut que je paye. Alors des fois, je reçois des mises en demeure parce que j'ai oublié de payer. Des fois, j'ai des relances avec, je sais pas, mon prestataire de photocopieur, etc. Et puis, j'ai un truc dans l'agence, la vitrine qui est sale, il faut que je trouve un laveur de vitrine. Enfin, et en fait, c'est tout ça. Alors moi, je veux bien le faire, mais quand je vois que je fais tout ça toute seule, que à côté de ça, j'arrive à faire du chiffre d'affaires, à sauver la boîte, à fermer une agence, à trouver un box, à licencier les équipes, parce que tout se passe bien et que ça, grosse charge mentale, que je vois que j'arrive à faire un petit peu de bénéfices et que l'État va me prendre la moitié, en fait, je me dis, mais à quoi bon ? À quoi bon ? Et j'ai envie d'une autre vie. Voilà. Je pense C'est que quoi c'est une ça autre qui vie m'a- pour toi ? Eh ben, j'ai fait un exercice sur Back to You. Identité alignée. Ouais, ton c'est les programme. exercices de coaching que je fais, voilà, pour celles, quand je reprendrai un prochain programme, sachez-le. Voilà, j'ai fait le coaching du coup avec toi. Et en fait, une des premières questions qui est posée, c'est effectivement, je peux le dire, Ouais, vas-y. c'est si tu avais 5 millions d'euros sur ton compte et que tout ce que tu peux entreprendre ne peut pas échouer, ce serait quoi ta vie idéale ? Et c'est, vas-y, donne tout et ne te restreins pas. Pardon, Ne te censure pas. ne te censure pas. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est mer, bateau, soleil, chaleur. Parce que je sais pas vous ici, mais en région parisienne, moi j'ai eu très très froid cette année. J'ai eu froid tout le temps. Chez moi, dehors, toute la nuit, le jour, j'ai eu froid. Voilà, c'est vraiment comment se passait ton année. J'ai eu froid. Et je veux autre chose. Donc je veux les pieds dans le sable, je veux la mer, je veux le bateau, je veux la chaleur. Je veux vraiment de la chaleur. Et en fait, la deuxième question, c'était quelle serait ta journée type ? C'était boire un café avec la vue sur mer, etc. Quelles seraient les émotions que tu ressens ? Et en fait, les émotions étaient tellement positives, tellement bonnes. Quand j'ai levé mon nez de l'ordinateur, je me suis dit, mais ok, bah en fait, c'est déjà fait. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Donc, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que j'ai envie d'autre chose. Là, aujourd'hui, la vie en région parisienne, c'est du stress, du monde sur la route. On n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, on n'a pas le soleil. En plus de ça, j'ai une charge mentale. Je fais un métier que j'adore, mais je le fais peut-être pas dans la forme qui me convient finalement. Donc en fait, tout ça, ça a été un cocktail explosif. Un cocktail explosif, voilà. Et cet exercice, je l'ai fait peut-être en janvier, février. Ouais. Et le rendez-vous médical, je l'ai eu à la fin du mois de mai. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a basculé à ce moment-là. Mais je peux pas ne pas le voir. Et donc, la charge mentale, le manque de plaisir, les difficultés, plus l'envie d'autre chose, mais de je sais pas quoi encore. Peut-être que ce sera ici avec toi, peut-être que ce sera en Espagne, peut-être...
je sais pas du tout où j'ai envie d'être. Donc là, il faut que j'accepte d'arrêter, de freiner et de voir les opportunités qui vont arriver. Parce que je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est, tu sais, quand tu as pris beaucoup de vitesse, comme en aviron, quand tu as pris beaucoup de vitesse, tu as l'inertie, c'est dur d'arrêter. Et je pense que ça prend un peu de temps aussi. Et il faut l'accepter. Et c'est marrant parce que là, tu le dis là, mais tout à l'heure, au tout début, quand on a parlé, tu parlais de ce fameux de rien faire, c'est justement que tu avais beaucoup de mal. Et t'as dit deux choses qui sont intéressantes. C'est, j'ai du mal à accepter, donc moi j'entends plutôt quelqu'un qui a du mal à s'autoriser à. Mais ça, c'est mon oreille de coach, tu vois. Parce que du coup, je te redonne ton pouvoir et ta responsabilité à ce moment-là. Et ce que j'entends aussi tout à l'heure, c'est, ouais, il y a une image de la société des gens qui sont arrêtés, qui sont au chômage. C'est-à-dire qu'il y a des images là-dessus. Et en fait, l'image que j'ai dans mon inconscient, qui est galvaudée, l'image que j'ai dans mon inconscient, c'est une image que je ne veux pas pour moi. Donc, les deux cumulés fait que tu l'as dit, c'est-à-dire que, mince, ce matin, tu me dis, ah là, il faut que je retrouve un rythme. Il faut que... C'est qui il faut pourquoi, en fait, enfin... Mais parce que j'ai pas envie de devenir cette personne qui va regarder, connaissez-vous vraiment vos voisins, suivi de motus, suivi de c'est attention à la marche. Il y a plein de choses à faire. En fait, on le dit toujours, une ressource dont on manque tous, c'est du temps. Et en plus, c'est la seule ressource qui ne se reproduit jamais. Ton énergie, elle peut être plus basse, tu peux faire en sorte qu'elle se relève. L'argent, tu peux en avoir moins, tu peux en produire. Le temps, chaque seconde qui passe, tu ne peux pas récupérer. C'est quasiment la valeur la plus sacrée, mais c'est celle qu'on oublie le plus. Et je me souviens, quand on était venu à la maison, si je peux me permettre, quand tu es venu à la maison, une des premières questions que tu m'as reposées quand tu es arrivé, c'est « Au bout de combien de temps tu as trouvé ce que tu voulais faire ?» Dans ta phrase, dans tout, je voyais l'urgence du tempo, quoi. Genre, ça respire plus, là, je suis en apnée. Alors qu'en fait, si tu veux récupérer de l'espace, si tu veux avoir de la disponibilité, tu veux avoir de l'espace pour trouver cette fameuse chose, c'est pas par le mental et dans la pression. Et justement, ce que je dis, moi, j'ai eu... pour le coup, j'ai été arrêtée entre 1 an et 1 an et demi, puis en plus, il y a eu le Covid à l'intérieur de ça, donc pour le coup, vous avez si vous voulez connaître toute mon histoire du burn-out, c'est l'épisode 2 de La Relève, donc je raconte tout, et du début à la fin, enfin vraiment, c'est un épisode que vous avez beaucoup aimé, donc ceux qui nous découvrent, je vous laisse aller l'écouter. Et à partir de là, quand j'ai démissionné, pour le coup, j'ai mis presque pareil 1 an et demi avant de lancer ma première activité de coaching, et entre guillemets, petit à petit. Et en fait, à partir du moment où j'ai démissionné, parce que en fait, pendant 1 an et demi, je suis quasiment restée tout le temps chez moi, puis il y a eu le Covid dedans, donc voilà. Mais l'autre deuxième partie, où j'ai coupé, en fait, j'ai démissionné, ça veut dire que je n'avais plus de contrat avec mon employeur, c'est comme si je n'avais plus ce fil à la patte qui me retenait. Et tout d'un coup, c'était comme si je récupérais une forme de liberté, et j'ai décidé de vivre, en fait. C'est là où j'ai testé des choses, c'est là où je suis venue ici. Et en fait, je ne me posais pas la question de ce que je voulais faire, je sentais que j'avais juste envie de retrouver l'élan de vie. Et mes expériences de vie pendant ces 1 an m'ont conduit exactement là où je suis aujourd'hui. Si j'avais voulu absolument compresser le temps, aller vite, etc., on serait peut-être pas là aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais rappelle-toi que tu es passé par une phase où tu m'as appelé, je crois que tu étais en plein dans ton coaching, tu faisais de l'influence food à ce moment-là, et on s'est eu au téléphone et tu m'as dit « mais je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas si je peux en vivre », et je t'ai dit « mais fais les choses comme tu sais les faire et ça viendra à toi ». Attends, tu peux la répéter pour toi, parce que ça tant qu'à faire, voilà. Fais les choses et ça viendra à toi. Oui, toi. mais comme tu as dit, j'étais en période de mon coaching, ça veut dire que ça fait déjà plus de 2 ans que j'avais arrêté. À ce moment-là, il s'était déjà passé 2 ans de ralentissement et de vie. C'était pas au bout de 2 mois. La question, en fait, elle me traversait pas l'esprit. J'avais même pas de capacité pour. Alors forcément, moi, c'est comme si c'était à l'époque comme si tu avais fait ton burn-out il y a 10 ans. C'est-à-dire que moi, j'étais HS physiquement. C'est-à-dire j'avais plus de jus, donc il y avait rien qui était connecté là-haut. Enfin voilà, donc je suis partie de loin. Mais souvent, et d'ailleurs, c'est souvent quand les coachés viennent me voir, c'est ce qu'elles me disent, c'est je veux qu'on m'aide à trouver ce que je veux faire. Et en fait, plus on continuera dans cette société capitaliste d'être des machines à faire, donc trouver ce qu'on veut faire plutôt que de sentir ce qui nous rend vivants, ce qui nous permet d'être. Et en fait, le faire devient la conséquence de ça. Ça veut dire, c'est juste, on est encore alimenté par ce système qui nous fait aller à l'envers. Et pour être
Et trouver le faire qui est la conséquence de l'être, pour moi, il faut du temps et de l'espace. Et je vois ta tête, t'aimes pas. Oui, peut-être. Non, mais en fait, là, si je m'écoute, je revends une partie de ce que j'ai et je pars faire le tour du monde avec mon chien, quoi. Et alors, bah tiens, c'est intéressant parce que... Mais je sais pas si il peut ne pas aller dans la soute. C'est un sujet. Ok, on part du principe que le chien, tu peux même l'emmener avec toi, à côté de toi. Qu'est-ce qui t'en empêche d'aller vivre ces expériences-là? Qu'est-ce qui te dit, attends, de quoi vis-je non mais, de quoi vis-je je bosse Tu sais que tu as du backup. Tu l'as dit, tu peux vendre un terrain, tu peux vendre une maison, tu as quand même une partie de ton dividende, etc. C'est-à-dire que tu n'es pas à zéro. Enfin, moi, je suis partie avec beaucoup moins de ça, rien dans mes poches, tu vois. Mais en fait, et je cuisine un peu Aline devant tout le monde, mais je pense que c'est pour vous tous, tu vois. C'est qu'est-ce qui t'empêche? Parce que pour le coup, il y a des gens qui ont vraiment zéro, et des fois, il y en a qui partent avec 5 000 euros. Enfin, avec 5 000 euros. Hein. Toi, aujourd'hui, que tout ce que tu pourrais avoir, t'es large. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette année? C'est une année de vie. Tu disais tout à l'heure dans la voiture, on est à la moitié, on est quasiment, plus ou moins, moi j'ai plus de 40 ans, toi tu vas bientôt avoir tes 40, mais donc on est, allez, entre la moitié et le tiers, en fonction de ce que la science et la médecine aura développé d'ici là, mais admettons qu'on soit à la moitié du parcours, il nous reste 40, 50 ans. C'est quoi une année de vie, d'espace, de rencontres, de créativité, alors qu'on bosse? Mais déjà, depuis toujours, on nous a foutus à l'école. Après, on a fait des études. Et dès qu'on a fini des études, hormis la génération peut-être juste après nous, qui s'autorise souvent des années de césure, etc., on bosse. Toi, tu as toujours été quasiment entrepreneur, etc. Tu as toujours bossé. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de t'autoriser à se dire, mais putain, une putain d'année? Bah, en fait, tout est à double choix. Donc, j'ai une maison. Est-ce que je la loue? Est-ce que je la vends? J'ai un terrain. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le vends? Parce que si je le vends, je vais avoir une maison derrière. Mais si je garde ma maison, du coup, j'aurai une maison derrière. J'ai une société. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la ferme? Là, même en arrêt, j'ai des gens qui m'appellent en disant « Ah tiens, je voudrais que tu mettes en vente mon bien, etc. » Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, je suis en arrêt et j'ai pas la force de le faire. Donc, en fait, c'est plein de choses à double choix. Et du coup, là, je me dis « Bon, bah, là, je suis en arrêt. Donc, quelque part, je suis biberonnée, je suis sous perfusion financièrement. » Ça peut me permettre de payer un petit peu mes charges, etc. Mais du coup, je m'autorise pas forcément à bouger. Moi, j'adorerais voyager et raconter mes voyages. Faire du blog voyage, des choses comme ça. Oh, non, ce que j'adorerais, c'est être critique de voyage. J'adore critiquer, j'adore ça. Et j'ai tellement voyagé, et j'ai tellement fait de restos et d'hôtels que je sais mettre le point. Des fois, ça m'agace que j'ai rien à dire. C'est parfait, mais c'est très rare. Et j'adorerais faire ça, tu vois, être payée pour faire ça. Mais alors, en fait, tu peux être payée pour tout ce que tu veux, en fait. Mais aujourd'hui, je peux pas voyager et raconter, parce qu'en fait, je suis en arrêt, donc je peux pas voyager et raconter. C'est comme l'histoire avec mon contrat. Quand j'ai démissionné, en fait, je le dis, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes en arrêt, quand je suis dans une grande structure, t'as la Sécu et la grosse boîte dans laquelle j'étais fait que vous perdez pas vos revenus parce que vous avez une prévoyance de la grosse structure qui fait qu'en fait, vous n'avez pas de sujet. Donc quand on démissionne, là, il y a plus le même revenu. Non, mais en fait, c'est accepter de lâcher. Là, en ce moment, je suis un peu cette nana qui est accrochée au tire-fesse et qui a la gueule qui fait comme ça. et je veux pas lâcher. Et je suis là et je dis, non, je vais arriver en haut. Alors qu'en vrai, vas-y, lâche et va chercher un autre tire-fesse. Mais je le sais, tu vois, je le sais. Mais j'ai la société, j'ai encore des choses à encaisser dessus. J'ai mon frère qui travaille dedans et ça lui permet de générer aussi du chiffre, etc. Et puis je me dis, mais j'ai mis mon nom sur cette fameuse enseigne dont j'avais parlé au premier épisode. Et est-ce que je suis vraiment prête à lâcher tout ça? Donc, je me laisse le temps. Je pose des pions. Mais c'est une phase qui est pas facile. C'est pareil. Là, je suis en vacances chez toi et du coup, j'ai passé la semaine avec 3 personnes, dont toi. Donc, toi qui travailles fort sur ce que tu vas développer, le lancement du podcast, etc. Je vois que je vois cette flamme en toi, je vois que ça te fait vibrer et t'as plein de choses dans la tête. Et en une semaine, tu t'es formé au montage, t'as tourné 2 ou 3 épisodes, t'as passé du temps avec nous, enfin, t'as fait 1000 choses. Ton frère qui travaille, lui, sur sa chaîne YouTube, c'est pareil, est tout le temps en train de travailler, réfléchir, retoucher, etc. Sa conjointe, alors elle, j'adore, elle travaille sur un business, j'en parle là. Ah, mais tant mieux, on pourrait. Coucou Jess. Voilà, Jess, donc à la base, elle est dans l'esthétique et elle travaille sur... elle crée des mamelons sur mesure
pour les femmes ayant eu un cancer du sein, qui ont été opérées. Et donc, ça leur permet de retrouver un petit peu leur féminité. J'adore le concept. Elle fait ça super bien. Elle est très minutieuse. Et elle a une vraie valeur. Elle a un vrai pourquoi, pour le coup. Et elle est un petit peu timide dans sa démarche, mais je trouve que vraiment, c'est super et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Mais je sens que du coup, ça la fait vibrer. Donc là, j'ai passé une semaine de vacances avec 3 personnes qui sont à fond dans leur business, voilà. Et moi, j'étais dans la piscine et j'étais avec mon chien, je caressais les chats et je regardais ma série. Et ça me manque de pas avoir ce truc qui me donne envie d'aller plus loin, plus fort, etc. Ça me manque. Parce que j'aime ça. Moi, dans mon human design, je suis une générateur. Et puis, on est pareil. Hein. Je veux dire, toi et moi, on est le même signe astro. Bon, je sais pas si c'est intéressant, mais même signe astro, on a le même human design, etc. On a la même énergie. Et quand je te vois excitée, en train de faire tes vocaux, parce qu'elle fait des podcasts tout le temps. Un vocal, c'est un podcast. Même quand je suis en voiture, elle dit oui, allô. Voilà. Si tu vois que c'est un frein, ce sera un frein. Elle fait des vocaux tout le temps. Voilà. Et à 23h, elle s'endort, plus personne. Mais je la vois du matin au soir. Quand je dis le matin, c'est 4h30 parfois. Mais je te vois vibrer là-dedans. Et moi, j'ai pas mon sujet encore, mon truc qui m'anime. Je sais que ça viendra. Mais ça a un côté un peu frustrant. Ouais, mais du coup, ça t'oppresse. C'est-à-dire que c'est ce que je dis, c'est regarder. On va prendre l'analogie de la cuisine. Hein. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je me sens inutile. Ouais, mais en fait, en gros, pour être utile, entre guillemets, parce que pour le coup, c'est normal, tout être humain a besoin d'avoir... C'est un besoin physiologique d'avoir ce sentiment d'être utile. Mais on aura tous notre rapport à l'utilité qui va être différent. Voilà. Les gens vont se sentir utiles en faisant à manger. Nous, peut-être faire à manger, ça nous gonfle, tu vois. On ne se sent pas utile là-dedans. Mais reprenons l'analogie de la bouffe. Regarde l'étape pour peut-être faire vibrer des gens, d'accord, pour faire vibrer des gens. Je pourrais prendre plein d'analogies, je pourrais prendre le DJ, etc. Je peux le faire à plein d'endroits. Entre le moment où, ok, je réfléchis à la recette. Déjà, il faut que je comprenne que je veux faire vibrer les gens par la cuisine, d'accord ? Admettons. Tant que je trouve éventuellement la recette, les ingrédients qui vont bien, la chimie entre les ingrédients, le temps de cuisson, admettons c'est un plat au four, le temps de laisser monter, prendre, sortir du four, laisser refroidir, mettre sur une assiette, bien présenter, jusqu'au moment où ça arrive dans la bouche de quelqu'un pour qu'il déguste et qu'il voit tout le travail. Ça paraît vite, c'est une recette, mais si on mettait ça par mois, chaque étape par mois pour arriver là, et sachant qu'en plus la première mouture sera peut-être même pas encore la bonne. Combien de fois pour qu'elle aille plus vite et que le geste soit fait et que cette recette devienne peut-être ce qu'on appelle ton plat signature pour les chefs. On voit que j'ai fait un peu une vie dans la cuisine à un moment, mais c'est ça que je veux dire. Ça, ce résultat, au moment où ça devient un plat signature par un grand chef étoilé, et au moment où je décide de penser à une recette, etc., il se passe combien de temps ? Les gens, aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite. Et en fait, on ne prend plus le temps de vivre et respirer. Parce que c'est quoi vivre ? C'est quoi ? Donc, effectivement, de se faire vibrer. Et tu vois, là, c'était... je vois en quoi, moi aussi, j'ai encore du travail à faire et en quoi les choses s'améliorent. Je ne sais pas si elles s'améliorent, mais en tout cas, les choses, en tout cas, évoluent. Là, la saison 2, parce qu'on tourne là, on est en mois d'août, mais la saison 2 démarre dans 5 jours. OK ? Normalement, l'ancienne Jen, même celle après le burn-out, hein, l'ancienne Jen, là, elle a eu plein de monde chez elle pendant les vacances. Ça l'aurait frustrée parce que l'ancienne version de moi, elle aurait voulu travailler, rien lâcher, pas prendre tant de pauses, etc., etc. Et là, c'est moi qui ai fait le choix de se dire, j'ai de la famille et des amis qui sont là, j'ai un lancement, je vais prendre le temps de tout faire. Et si le lancement, il y a des choses qui sont pas parfaites, et ce sera OK, parce qu'en fait, je sauve pas des vies, quoi. Je suis pas chirurgien aux urgences, etc. Donc, on va juste se descendre et on va redescendre. Et du coup, ça met moins d'enjeux, ça met plus de kiff. Et en même temps, parce que ça fait des pauses. C'est-à-dire qu'il y a des pauses où je suis plus que dedans. Tu vois, hier, quand on a été se promener, on a été manger une glace, et puis on revient, et puis il y a des matins, je vais commencer effectivement très tôt, puis il y a des matins, je vais arrêter. Et j'aurais été frustrée aussi de ne pas profiter de vous. Et je trouve ça très bien que vous soyez arrivés, peut-être qui pourrait dire pour certains qui lancent quelque chose au pire moment. Et en fait, ça m'a aussi appris à me dire que même quand on entreprend et qu'on a un projet qui nous excite, si on oublie aussi ce que c'est le plus important, c'est-à-dire vivre, profiter de la vie, ralentir, se promener, caresser un chat, comme tu l'as dit, parler avec ses amis, rire, jouer au Uno, ou au Time's Up. Mais en fait, je pense que si j'avais pas vécu ces moments, parce que je me suis dit, non, il faut que tout soit parfait pour le lancement, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait toujours plus,
j'aurais raté des choses. J'aurais raté l'essence, pour moi, de la vie. Et la vie, c'est un mix des deux. C'est pas que l'un. Et pareil, ce que je fais aujourd'hui, je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas laissé des espaces et du temps. Parce qu'entre le moment où, par exemple, j'ai décidé de faire du podcast, je me forme quand même au podcasting en 2019. Aujourd'hui, on ne se formerait même pas au podcasting, mais en 2019, c'était hyper confidentiel. Je burn quelques semaines après, donc c'est vite vu. Et puis, au moment où je le relance pour faire la saison 1 à la rentrée dernière, voilà, et puis après, il se passe d'autres choses. Je discute avec Florence, on monte une boîte de prod, on crée un studio, et en fait, on va développer la saison 2 comme vraiment un truc beaucoup plus grand, vraiment, voilà, et oser. Et en même temps, pour moi, mettre en stand-by quelque chose qui me ramener mes revenus, qui était le coaching, je reprendrai parce que j'aime ça, mais c'est un rêve. Et en fait, pour moi, il n'y a plus de sujet d'argent. Là, je ne fais pas rentrer d'argent. J'ai juste envie de créer ces espaces et de réaliser un rêve, tu vois. Et en fait, je pars du principe que l'argent, c'est une ressource que tu peux faire vivre. Tu peux faire vivre. Par contre, le temps qui passe, là, chaque seconde où je perds mon temps à avoir peur du manque, peur de rater, peur, je crée pas. Je crée pas et je ne vis pas. Et je sais que ça peut être difficile parce qu'on pourrait imaginer plein de choses. Moi, je viens pas d'une famille aisée, je viens de la classe moyenne, de tout ce qu'on veut. Donc, je pars pas avec quoi que ce soit. Tout ce que je réalise là, c'est le fruit de choix, de décisions. Je me suis éclaté la tronche par terre, j'ai fait des heures, je me suis pris les pieds dans le tapis, voilà, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, etc. Mais je crois qu'on n'arrive pas à ça, là, sans être passé aussi par des moments-là, et que le vide et ralentir, ce sont les meilleurs moments et les meilleurs espaces pour pouvoir créer ce que toi tu cherches. Oui, mais alors, tu vois, tu parlais de culpabilité, là, tout à l'heure. Non, c'est toi qui parlais. Oui, on en parlait tout à l'heure. Quand je suis venue chez toi et que vous étiez là tous les trois dans votre truc et que moi, je me trouvais en fréquence basse, je m'en suis voulu. Juste avant de venir, j'ai une amie assez proche, très proche, qui est venue à la maison et qui, elle est en train de développer un petit peu des retraites pour les profs de yoga, de sophro, etc. Donc, elle trouve des lieux. Donc, elle est dans sa fréquence super haute, elle est dans le bien-être, etc. Elle est passée par des phases, mais là, en ce moment, elle est là. Et elle est venue chez moi. Et après une journée chez moi, elle m'a dit « Non, mais tu sais, Aline, je sens que tu es dans une fréquence hyper basse, c'est pas bon pour moi. » Enfin, en gros, elle venait me dire que moi, j'étais mauvaise pour elle parce qu'elle était tellement là et que moi, je la tirais vers le bas. Elle m'a dit ça couchée dans mon lit, chez moi. Voilà. Et en fait, c'est un peu ma hantise, tu sais, d'être ce boulet sur négatif, qui va pas bien, qui ta. Et je le vis pas forcément bien. Et toi, en ce moment, t'es là, tu vois, t'as plein d'idées, t'es un vrai feu d'artifice. Et moi, j'ai l'impression d'être dans un état un peu vaseux, tu vois, cette vase à côté. Donc ça aussi, c'est un petit peu culpabilisant parce que, on doit toujours aller bien, Sauf que, en réalité, et ça, je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu sais, c'est comme on veut toujours avoir le summer body. Allez sur la plage, trouvez-moi une personne qui a un corps parfait. Ça n'existe pas. Et regardez autour de vous, trouvez une personne qui va toujours bien, qui est toujours hyper cool, ça n'existe pas. On a tous des soucis, que ce soit même ça peut être un truc hormonal, ça peut être un souci qu'on a eu dans la journée ou dans le mois, ou peu importe. Personne ne va super bien, donc je crois qu'il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Mais accepter aussi que dans ces phases-là, le monde qui vous entoure peut changer. Moi, cette personne-là, la semaine a commencé comme ça et puis elle s'est mal finie. Ça y est, c'est terminé. Je crois que notre relation, elle est arrivée au bout parce qu'à un moment, on n'est plus sur la même fréquence, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je pense que là, c'est pas une question de fréquence parce que, tu vois, pour le coup, on pourrait dire qu'on n'est pas sur la même fréquence aujourd'hui. Et en fait, là, pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est plus une question d'empathie aussi. Tu vois, il y a une question, c'est comme si moi, tout d'un coup, à ce moment-là, tout le monde, on rejette, c'est hyper culpabilisant de dire, tiens, au moment où je vais pas bien, je suis pas soutenue et j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, voilà, j'ai vu une amie faire ça à une autre amie, moi aussi, ici. » J'ai envie de dire, mais en fait, comme tu dis, on passe tous par des phases et au contraire, vis là cette phase. Et tu sais quoi ? Va tout en bas. Laisse-toi descendre tout en bas. Quand je dis tout en bas, bien évidemment, on part pas sur les trucs... voilà, mais, là, les gens pourraient dire « Si tu précises pas. » Non, mais laisse-toi aller. C'est-à-dire que pleure 3 jours s'il faut, laisse-toi aller, je sais pas, 1 mois s'il faut dans ton lit, etc. Laisse-toi aller. Laisse cette phase de toi
s'exprimer, exister. Parce que si tu la laisses pas vivre, elle vivra sous une autre forme. Parce qu'elle fait partie. Il faut la laisser vivre. Elle existe. Nos frustrations, nos peurs, nos douleurs, nos souffrances, nos incompréhensions. Ce que tu viens de dire avec ton ami, ça peut créer un trauma. C'est hyper violent. T'as quelqu'un qui dit « Putain, elle est en train de dire que je suis pas aimée ou je suis pas aimable les jours où je vais pas bien. » Dire qu'on ne m'aime que quand je suis solaire, quand je vais bien, quand je suis dynamique. C'est pas possible, ça. Tu viens de le dire, ça n'existe pas. Donc non, en fait, à partir de maintenant, laisse-toi aller si tu as besoin de dormir. 3 jours, 4 jours, 1 mois, faire canapé, transat, mots croisés, etc. Laisse cette part de toi exister. Parce que si tu la refoules, c'est juste que tu vas t'obliger à repartir alors que cette partie-là, elle n'aura pas été soignée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais en fait, c'est comme un état grippal, mais mental. Mais quand c'est ça. tu as cet état grippal, tu as l'impression que tu retrouveras jamais la forme, que tu pourras jamais te relever. Et puis effectivement, quand ça passe, parce que tu as passé 3-4 jours au lit, tu retrouves ton dynamisme. Mais c'est vrai que là, moi, ça fait 3 mois et c'est long. Ça me paraît long. 3 mois sans projet, 3 mois sans action, 3 mois sans... Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de ces 3 mois ? Alors, j'ai un peu de chance parce que ça tombe en plein été. J'ai eu juin, juillet, août. Mais tu vois, là, les gens vont reprendre à la rentrée, vont reprendre leur vie, les activités, etc. Je vais me retrouver à contre-courant. Et ça me fait un peu peur. Ah, mais ça serait intéressant que tu ailles creuser, parce que je pense que ça arrive à plein de gens. C'est justement, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans ? C'est de quoi tu as peur ? De quoi tu as peur de laisser cette part de toi exister ? De laisser ton corps, ton psyché dire, à ce moment-là, ce que j'ai besoin, c'est d'être à contre-courant et de m'autoriser à être à contre-courant. Parce que le jour où on est à l'aise avec ces phases, en fait, parce que l'idée, c'est que je ne m'accepte, parce que je crois que la société n'accepte que les phases de up. Et donc, mes phases de down, je me les accepte moi-même, parce que je pars du principe que la société ne l'accepte pas, et ce que tu viens de dire avec ton ami, c'est comme si c'était un biais de confirmation. Alors qu'en fait, énergétiquement, on est comme ça. Et donc, t'autoriser à avoir ces phases de down, c'est accepter toutes les phases de toi. C'est accepter ce que ton corps te dit, c'est accepter ce que tes hormones te disent, c'est accepter ce que ta psyché te dit. Parce que quelque part, et recevoir est dans cette énergie beaucoup plus lente, beaucoup plus yin, au lieu d'être de ce qu'on appelle le patriarcat et de nous forcer d'être dans le yang et d'être dans cette énergie très haute. Et en fait, c'est cyclique, on est cyclique. Déjà, nous, les femmes, on est cyclique dans le mois. Et on les écoute déjà pas. Et alors, des fois, c'est au-delà de nos cycles, c'est juste une période. Et ne pas se les autoriser à vivre, c'est pas autoriser à cette part femme en nous d'être dans la réceptivité, de l'énergie, de recevoir et du repos. Alors, c'est vrai que moi, pendant cette période, autant au niveau professionnel, il ne s'est rien passé, mais j'ai ressenti à un moment le besoin de travailler sur mon côté émotion, vie perso, etc. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, il y a des choses que je n'avais pas du tout conscientisées. Alors pour le coup, je suis allée voir une kinésio. J'en avais déjà vu 2, ça ne m'avait pas fait grand-chose. Mais là, on me l'a conseillé, on en a parlé plusieurs fois. J'ai dit, bon, allez, je vais y aller, j'ai le temps de prendre soin de moi. Et en fait, je l'ai vue 2 fois et elle a ressorti des choses dont j'avais conscience, mais pas sous cette forme-là. Et en fait, je me suis aperçue que ça fait 9 ans que je fais de l'immobilier. L'immobilier, c'est quoi ? C'est aider des familles à avancer dans leur vie de famille ou à se reconstruire après une séparation ou à passer un deuil, etc. Parce qu'on est très psychologue. Hein. Et en fait, ça fait 9 ans que j'accompagne des familles dans leur projet de vie et que je me garde bien, moi, de développer la mienne. Et ça m'a fait ça m'a créé un électrochoc. Un électrochoc, ouais, tout à fait. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, elle s'est rendue compte, elle me l'a dit. Il y a 10 ans, j'ai eu ma première vraie belle relation. Et en fait, au moment où je suis rentrée dans cette relation, mon père a déclenché un cancer. Donc, mon père, un peu le premier homme de ma vie quand même. Ça a été très, très difficile. Et j'ai perdu ma boîte. Donc, en fait, mon corps a amalgamé que relation égale maladie de mon père et catastrophe en règle générale. Voilà. Et c'est vrai que quand je fais le feedback de mes 10 dernières années, je me suis toujours mis plus ou moins dans des histoires où je savais que ça pouvait pas trop fonctionner. Donc du coup, mon père va très bien, pour le coup. Et j'ai pas trop vécu de catastrophe. Et en fait, elle m'a débloqué ça. Alors je te dirai dans quelques mois si ça fait son chemin ou pas. Mais c'est vrai que ça a été un travail impressionnant pour moi. Ça m'a changé quelque chose dans mon énergie, dans mon envie. Aujourd'hui, je te dis que j'ai envie d'autre chose. J'ai plus envie de travailler 7 jours sur 7. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai la sensation qu'il y a comme une place qui s'est libérée à côté de moi. Mais c'est fou, hein. Alors, j'ai pas réussi à le travailler en coaching ou en psy, mais je l'ai travaillé avec la kinésio. Et c'est vrai que de laisser cet espace-là
dans ma vie et dans ma tête pour pouvoir travailler sur ce sujet, ça m'a, je pense, fait faire un grand saut. Alors là, il est un peu tôt pour en parler. C'est toujours un peu a posteriori. On fera l'épisode 3. On fera l'épisode 3 dans pas longtemps, j'espère. Voilà. Mais c'est vrai que ça laisse de la place pour autre chose. Et on peut avoir des électrochocs parce que quand on a la tête dedans, on voit pas forcément. Il y a plein de choses qu'on voit pas. Il y a une prise de recul qu'on n'a pas. Et je sais pas de quoi sera fait l'après, mais c'est vrai que j'ai pris conscience aussi qu'on est dans une société où on est hyper sursollicité. Alors je fais exprès de mettre hyper et sur dans la même phrase, mais le téléphone fait qu'on est demandé et sollicité tout le temps, au niveau pro et au niveau perso. Dès qu'on veut se détendre un petit peu, on va sur les réseaux. Et là, on voit des gens qui ont une vie super. #love, #la mer, #vacances, #c'est super. Donc, on voit la vie de gens qu'on aimerait avoir. Et puis après, nous, on fait des stories en disant « Mais moi aussi, ma vie, elle est cool, regardez !» Voilà. Et en fait, on est tout le temps dans la démonstration, dans la frustration, dans l'envie. Moi qui suis générateur au niveau human design, mon énergie, elle se développe quand je fais quelque chose que j'aime. Mais quand je suis frustrée parce que je vois que l'autre, elle est partie en vacances à Monaco voir le Grand Prix avec Charles Leclerc, hein, parce qu'elle a eu de la chance de tomber sur lui quand même, et que moi, je suis chez moi à Meaux, et puis que je suis en arrêt parce que je suis en burn-out. Voilà, c'est des choses où ça peut créer une frustration permanente, une sursollicitation avec les clients, les acheteurs, les vendeurs, les collègues, etc. etc. Et je crois que tout ça, ça participe aussi au moment où j'ai déboulonné. Voilà. L'épuisement. À l'épuisement, etc. Exactement. Et c'est vrai que je veux faire les choses autrement. Et je vois, toi, tu me disais hier... mais moi, en fait, j'aurais plus jamais à choisir mes 5 semaines de congé. Et puis même, en vrai, ma vie, c'est des congés parce que je travaille au bord de ma piscine, je travaille là. Et ce que tu fais, tu le fais avec plaisir et tu le fais à ton rythme, en fait. Et les choses... Alors ici, c'est vrai que dans le sud-ouest, c'est une autre vie, hein. Je suis allée à la poste l'autre jour, elle m'a dit « Oui, non, mais en fait, je dois être ouverte, mais là, je vais aller faire ma tournée parce que cet après-midi, il fera trop chaud. Et puis, comme j'ai pas la clim, je pense que cet après-midi, je vais pas ouvrir. » Voilà. Puis t'en as qui disent non, mais la boutique elle sera fermée cet après-midi parce qu'il y a des bonnes vagues, donc moi je vais aller surfer. Ok. Mais ils ont raison. Et complètement. En vrai, ils ont raison. Et ouais. Ils vivent leur quotidien. Et si pour eux ça s'arrête demain, en fait tous les jours qui ont précédé, ils ont vécu. Ils ont été avec des potes, les pieds dans le sable, manger des tapas. Ils sont allés surfer, ils sont amusés, etc. Et ils se sont pas butés au travail. Et malgré tout, les gens ici sont heureux. Ils ont des moyens. Parce que quand même, ils ont des moyens. Il y a des belles maisons, belles voitures, tout ça. Mais ils ont une vie qui est douce, qui est cool, qui est agréable et avec un rythme différent. Et ça me fait du bien d'être là et de voir ça aussi. Et c'est un pion que je remets dans mon chemin. Mais tu vois, dans le premier podcast, on avait fait vraiment, j'avais expliqué vraiment tout mon parcours, le burn-out, comment je me suis relevée, etc. En fait, on n'est pas à l'abri de, à un moment, le revivre et d'être et on est à des tournants. De toute façon, on traverse des cycles de vie. Et là, je suis à un tournant. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais quand on avait fait le premier podcast, il y avait des gens qui avaient écrit oui, elle est beaucoup trop fragile, il ne faut pas être faible comme ça, et puis il ne faut pas se laisser faire, et puis de toute façon, si elle est trop fragile, c'est de sa faute, etc. Ce n'est pas une question de fragilité. En fait, on passe des phases, et il y a des phases où on est super puissant, il y a des phases où c'est plus compliqué, il y a des phases de doute. Et en fait, il faut juste arrêter de culpabiliser les gens avec ça, effectivement, c'est vrai. Et c'est pas une fragilité. Et je pense que quand on traverse ce genre de choses, c'est pas qu'on est fragile. Au contraire, c'est qu'on est super fort, qu'on est monté super haut, qu'on a été super fort dans des tâches, dans des projets, etc. Et qu'à un moment donné, là, on n'est plus aligné et il faut éviter de prendre la tangente et il faut revenir dans son alignement. Et revenir dans son alignement, c'est savoir qui on est, savoir pourquoi on est fait, savoir où on veut aller et avec qui on veut, de qui on veut s'entourer, je pense. Ah, mais il faut laisser le temps à ça. Parce que ça, c'est pas des réponses qu'on a d'un claquement de doigts. Non, effectivement, ça marche pas. Et il y a 2 choses que tu dis, là, je vais revenir sur la sursollicitation. Donc, on va avoir tout un sujet là-dessus parce que le problème de la sursollicitation avec les réseaux et ce qu'on appelle le flux d'informations, ça crée d'autres problèmes qu'on va évoquer dans la relève sur le discernement, l'esprit critique, etc. Mais il y a aussi une question de choix. On a le choix de ne pas scroller sur notre téléphone. On a le choix de dire les messages, je ne suis pas à la merci des messages des gens. C'est-à-dire que là, moi, je suis avec mes amis, mes clients, ou peu n'importe, ou d'autres amis m'écrivent, je ne suis pas disponible. Je suis avec cette personne. Je vis le moment présent.
Puis quand je rentrerai chez moi, je prendrai 1 heure et je répondrai à tout le monde. C'est aussi un choix, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quel est mon rapport à la sollicitation? Est-ce que je subis la sollicitation, je suis à la merci de la sollicitation? Ou, quelque part, je vis et je choisis, je prends un timing à la sollicitation. Et c'est pour ça, c'est que moi, par exemple, mon portable est systématiquement... Alors déjà, j'ai enlevé quasiment toutes les notifications. Il y a très très peu de notifications sur mon téléphone. Et 2, j'ai mon téléphone qui est toujours en silencieux. Ce qui fait que je réponds que quand j'ai décidé de répondre. Parce que quelque part, ça veut dire que la sursollicitation, en tout cas, est répondre par un oui systématique. C'est-à-dire que je suis à la merci, à la disposition de quiconque. Mon temps est ce que j'ai de plus précieux. Non. Si toi, tu as décidé de m'appeler à ce moment-là, et que moi, je suis pas dispo, je suis pas dispo. On a décidé de m'écrire à ce moment-là, je suis pas dispo, je suis en train de faire autre chose. Je répondrai quand ce sera OK pour moi. Et aujourd'hui, les gens oublient ça. Et ce qui fait que les gens, aujourd'hui, si on... je vois toi, je t'ai donné un contact ici, on est quand même en plein milieu des vacances d'août, quoi. Et elle m'a toujours pas répondu. Bah, en fait, c'était hier et en fait, elle est peut-être en vacances. Donc, moi, à la limite, ça me choque pas. Toi qui es tendance à répondre tout de suite, bah forcément, tu as un rapport à la vitesse, t'attends que les gens fassent comme toi. Et donc, forcément, ça crée de la frustration. Donc, la sursollicitation, on est nous-mêmes acteurs de cette sursollicitation. Dans le fait de la subir et le fait de la provoquer chez les autres. Je vois, par exemple, ma mère, moi, je déteste le téléphone, donc j'appelle jamais, enfin voilà. Je vois, des fois, quand je réponds pas, c'est que je suis pas dispo. Et je vois ma mère, que j'adore, et maman, je t'embrasse, quand elle m'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, du style, elle entend pas. Non, si j'ai pas répondu une première fois, de toute façon, c'est que, j'entends pas, parce que de toute façon, c'est en silencieux, mais si je le vois et que je suis en train de faire autre chose, je ne me coupe pas. Si je suis hyper concentrée, parce que justement, je suis en train de réfléchir sur un podcast, ou là, pour le coup, le téléphone est là, mais il est en silencieux, mais je vais pas m'arrêter. Et en fait, j'ai pris le parti de faire en sorte que mon téléphone soit un outil de choix et pas un outil subi. Mais je vois aujourd'hui l'impact que ça a sur les gens, parce que y a des gens qui se disent si moi je réponds tout de suite, les gens doivent répondre tout de suite. Ça crée de la frustration. Oui, effectivement. Mais tu as ton téléphone H24 à la main. Que ce soit pour créer du contenu, que ce soit pour regarder ce qui se fait, que ce soit pour t'informer, que ce soit pour plein de choses. Donc, tu as ton téléphone tout le temps à la main. Et moi aussi, moi, j'ouvre les yeux le matin, c'est le premier truc que je fais, je regarde mes notifications. Et c'est vrai que c'est hyper addictif. On dit aux enfants de ne pas regarder les écrans, etc. Mais quel modèle on leur donne? On a le téléphone tout le temps. Aujourd'hui, pour la moindre question, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Mets-toi à la place d'un avocat, qu'est-ce que tu ferais? Je veux dire, on réfléchit même plus par nous-mêmes, tout. J'en fais le constat, mais je suis la première utilisatrice. Enfin, vraiment, Après, c'est aussi pour ça que quand moi, je vais faire mes balades entre 2 fois une demi-heure ou 1 heure par jour, 80% du temps, je prends pas mon téléphone. C'est-à-dire, c'est des moments où je suis coupée. Je suis tentée par des moments de même pas prendre mon téléphone dans ma chambre. Moi, je crée des moments. J'ai eu des espaces. Là, j'ai fait quasiment une digital détox. Je crois que c'était mai-juin. Ça m'a fait... Mais alors... Mais tu l'as pas fait exprès. Tu l'as subi. Non, je l'ai choisi. C'est quand t'étais dans la villa et qu'il n'y avait pas de wifi. Alors non, mais ça, c'était une semaine. Sauf que je suis passée par un élément qui a été déclencheur. J'ai tellement kiffé l'absence de sollicitation. Vraiment, je suis passée à ce moment-là. Que après, j'ai eu un espace où j'ai disparu des réseaux, etc. Je pense que j'ai eu quasiment 2 mois où j'ai oublié mon téléphone tout le temps. J'allais aux courses, je prenais pas mon téléphone. Enfin, vraiment, je savais plus. À moi, je savais même plus où il était. Et je vois le bien que ça fait. Il y a une espèce de... on récupère un espace et une liberté. Et inversement, je vois que quand je me suis remis à recréer, parce que pour relancer effectivement la saison 2 de la relève, etc., et puis recréer, etc., du coup, il est beaucoup plus présent dans ma vie. Et je vois comment c'est insinueux. Et quand ça revient pas petit peu par petit peu. Quand ça revient, le truc arrive. Et voilà, le téléphone, il est là, etc. Et je trouve que le dosage est pas facile. Je suis la première à en parler. Le seul truc que j'essaye de faire, c'est j'ai des moments où je le prends pas du tout. Je n'ai pas de notification. Il est en silencieux. Je fais très attention à ce que je regarde, pour le coup. Moi, je sais que, par exemple, je vais pas sur TikTok, mais je choisis vraiment les comptes que je regarde, etc. Mais ça va être un vrai sujet de société. Moi, ça me manque de pas publier. Parce que quand je publiais mes bons moments, mais aussi mes galères, etc. Et donc, j'ai plein de gens qui se disent « Ah là là, mais tu m'as fait trop rire. J'ai suivi tes galères de voiture, de trucs, de machin. » Et c'est vrai que ça me manque, en fait, de pas échanger, de pas raconter un peu le quotidien. Même là, tu vois, ce que je traverse, etc. Mais
Après, je pourrais dire, bon, tout le monde s'en fiche un petit peu de savoir ce que vit Aline Ransac. Mais mine de rien, j'ai peut-être reçu une dizaine de messages en tout, de personnes qui me demandent pourquoi je publie plus, est-ce que ça va, etc. Donc, je pense que je vais le refaire sous une autre forme. Je sais pas si ce sera dans l'immobilier, dans les voyages, dans autre chose. Mais oui, il y a une espèce d'appétence à ça. Ouais. Et pareil, quand tu vois que ce que tu fais plaît et que tu as une communauté qui peut te suivre, enfin, je suppose, toi, sur tes podcasts aussi, enfin, tout ce que tu as fait, tu l'as fait, moi, je t'ai vu pour le coup, hein, étape par étape, tout ça, tu l'as créé, hein, ça, avant, c'était ton salon, ton petit salon plein de bazar, et tout ça, tu l'as créé, t'es allé acheter les panneaux, les trucs, les machins, cette boule à facettes, je pense que je la connais depuis que je te connais. J'ai vu dans ton appart à Paris en 2015 et elle est là aujourd'hui. Mais t'as construit tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, ressentir via les réseaux que ça plaît, que t'as une audience, que tu fais du bien aussi aux gens, ça crée, je pense, une je vais peut-être pas dire une dépendance, mais c'est un kiff et ça fait vibrer. Et après, tu te dis, elle est où la limite ? Enfin, nous, quand on est ensemble, on mange ensemble, on a toutes les deux nos téléphones, parfois à la main, parfois pendant que je te parle, je suis sur mon téléphone en train de regarder quelque chose ou d'envoyer un message. D'ailleurs, t'adores me parler quand je suis en train de regarder des vidéos, particulièrement. Mais c'est vrai que la limite est fragile. Et créer des moments, alors ici, j'ai la sensation dans le sud-ouest de voir quand même beaucoup plus de gens les uns avec les autres. Des vrais moments, ils sont à table, ils se parlent, ils sont ensemble, etc. Et c'est bête, hein, mais plus on est connecté, plus on est déconnecté. Et d'ailleurs, j'ai eu une idée de business là-dessus, de créer des vacances, parce que là, je suis partie en vacances cet été et je me suis retrouvée avec 150 personnes qui n'étaient pas du tout compatibles avec mon profil. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec 150 personnes dans un club assez connu pour des gens qui vont faire du sport pendant les vacances, dans des clubs de vacances. Là, je suis allée plusieurs fois. Moi, Et en fait, je me suis retrouvée, on était à peu près 150 et j'avais pas de profil correspondant avec moi. Je me suis pas sentie, j'ai rencontré 2-3 personnes sympas, mais j'ai pas eu de vrai feeling et que ça. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, potentiellement, je peux créer des vacances avec des gens qui ont des profils similaires, qui peuvent ça. Et c'est parti de quoi ? C'est parti du fait qu'effectivement, on a tous nos téléphones, on a tous les applis de rencontre, les réseaux sociaux, etc. pour les célibataires. Et en fait, moi, je suis de plus en plus dans cette recherche de connexion, de vraies personnes, de vrais groupes. Le jour, je suis sortie manger une pizza avec un copain, puis là, on a croisé 2 gars qu'on connaissait, et en fait, on a passé la soirée avec eux. J'ai passé une super bonne soirée. Mais ça, c'est pas des choses que je fais souvent, en fait. J'ai une amie par-ci, une amie par-là, etc. Donc, où on s'appelle, où on partage des moments. Mais des moments en groupe, de connexion, de rencontre de nouvelles personnes, de partage, etc., on ne les vit plus. Enfin, en tout cas, moi, de moins en moins. Et par contre, on est sur nos téléphones. On adore aujourd'hui être sur notre canapé avec le plaid, Netflix, et en même temps, on est sur les réseaux et on communique. On est sur Messenger avec une personne, sur WhatsApp avec 2 autres, sur un réseau, je sais pas, sur Insta avec un autre, et puis sur un site de rencontre avec 2 ou 3 autres. Et en fait, c'est aussi ça, la sursollicitation. On cherche le contact alors qu'en fait, on n'a jamais été, je crois, aussi seul. Et il y a quelqu'un qui avait, il faudrait que je retrouve le nom, mais qui disait qu'on est la génération la plus anxieuse parce qu'en fait, on est la plus déconnectée et la plus seule. C'est un sujet qu'on va traiter en long, en large et en travers. On a pas mal d'experts qui vont venir parler de tout ça. Donc, suivez-nous, on va vraiment détailler ce sujet-là. Parce que là, tu touches à un sujet, moi, qui me touche particulièrement, pour le coup. Je suis la première à dire, moi, j'adore les mots. Et le mot connecté, il ne veut pas dire ça à l'origine. Connecté, c'est le lien. Et le mot connecté, à l'origine, il part même de soi. Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, tiens, je suis connecté grâce à ça. Alors qu'en fait, comme tu le dis, s'il y a autant de burn-out, pour moi, c'est la maladie, la suradaptation et de la déconnexion. D'ailleurs, qu'on n'a jamais été autant déconnecté de soi, de son corps, de son âme, de son esprit, etc. On est devenu une machine à faire. Et du coup, ça crée des problématiques de santé mentale. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est des êtres de lien et on a créé des machines aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas connectés. On nous coupe des uns et des autres. Et c'est vrai que je te disais tout à l'heure, même si la nouvelle version, parce qu'on est en évolution, elle aurait été dans son bureau à travailler son lancement, etc. Et j'avais du monde en bas. Mais en fait, la vie, c'est ça. C'est vivre ces moments-là. Il y a de la famille, il y a mon frère, il y a toi, etc. Non, en fait, à un moment, entre écrire un post en plus et faire une partie de Uno Time's Up où on va se taper des barres ou faire les cons comme des enfants de 4 ans à faire des jeux dans la piscine, de savoir qui va aller le plus vite, à faire la longueur, non, en fait, à un moment, c'est ça que je veux vivre. Et ces moments-là, ils créent des souvenirs.
il crée des fameuses hormones dont tu es en train de parler. En fait, il nous crée ça. Pas le post en plus pour essayer de se dire, je vais avoir ça en plus. Et ça, c'est hyper important. Et deuxième chose aussi, là-dedans, sur cette notion de déconnexion, on va en parler parce qu'on va avoir des experts là-dessus. Ce que je recommande aux gens de regarder, c'est le documentaire qui s'appelle Bleu. J'en envoyé à tout le monde. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. Je vous le donnerai, je vous le mettrai en dessous. C'est un documentaire qui a été fait sur France 2 et qui explique en gros c'est quoi les critères qui fait que les personnes vivent le plus longtemps sur Terre. Donc ils ont été voir une petite ville près d'Okinawa, une ville en Sardaigne, je sais plus, je l'ai regardé ça m'énerve de pas trouver le nom du documentaire, mais on va en parler plusieurs fois. Donc, et en fait, ils regardent quels sont les points communs donc, dans ces 5 régions du monde où il y a le plus de personnes qui dépassent les 100 ans. Qu'est-ce qui fait que? Donc effectivement, ils ont une alimentation plutôt crue, quasi végétarienne, beaucoup de poissons, peu d'industriels. Ok, mais il y en a d'autres espaces. Ils vivent au bord de la mer, oui, mais ok, mais des littoraux, voilà, il y en a bien plus. Donc il y a plein de critères qu'ils expliquent. Donc effectivement, ils ont ça, mais il y en a d'autres ailleurs. Et si je me souviens bien, parce que je l'ai regardé il y a des années, ils disent il y a un critère qui prédomine ici, qu'il y a peu ailleurs, c'est le fait de vivre de manière en intergénérationnalité. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, les petits-enfants, les parents et les grands-parents vivent en tout cas, peut-être pas forcément ensemble, mais en tout cas vivent très connectés, qui fait que le grand-père ou l'arrière-grand-parent est stimulé par l'enfant et les petits-enfants, etc. Ça crée du lien. Donc quand on vous dit à chaque fois ce qui vous rend heureux, votre vie réussie, c'est votre business, combien vous allez générer, c'est faux. Ce qui va vous maintenir en vie, qui va faire que vous êtes en bonne santé, c'est le mouvement, une bonne alimentation certes, mais c'est le rire, c'est le créer de l'espace, c'est d'être en connexion avec les gens que vous aimez, de stimuler votre cerveau par le rire, par l'échange, par les mimes, etc. Quand je repense au Time's Up ou des choses comme ça, c'est ça qui fait la différence. Alors quand on est dans une société où c'est très simple, on est déconnecté, il n'y a plus de lien, on croit que le lien c'est ça. Je t'ai fait un WhatsApp, etc. Oui, je t'ai fait un podcast WhatsApp, mais je suis pas en lien. J'ai pas eu un fou rire, je t'ai pas touché ta peau, j'ai pas vu ton regard, il y a pas eu cette émotion. Non, je suis pas en lien. On croit être en lien à distance à travers les réseaux, etc. Mais on n'est pas en lien. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort. Et je me souviens, il y a quelques temps, ma mère me raconte, je suis en train de faire les papiers pour l'appartement, un truc de succession, etc. Voilà, bon bref. Et elle me sort cette phrase en disant voilà, ce que je veux, c'est que s'il m'arrive quoi que ce soit, je veux que vous soyez tranquille. En gros, vous vendez, vous me foutez dans un EHPAD, quoi. Et je lui dis au téléphone, je lui dis écoute, je tiens à te rassurer, je sais pas ce qui se passera dans X années, mais je te foutrai pas dans un EHPAD. Et je dis pas ça pour culpabiliser les gens qui mettent des gens dans les EHPAD. Des fois, on n'a pas d'autre solution. J'ai des grands-parents qui ont été, etc. Donc, il n'y a pas de jugement. Mais en gros, l'idée, c'est comment trouver un moyen pour que nos parents ne vivent pas. Un EHPAD aujourd'hui, il y a une moyenne qui dit que les gens qui vont dans un EHPAD, leur temps de vie, c'est 6 mois. C'est un mouroir. On a créé des mouroirs. On a créé des mouroirs pour nos vieux, en fait. Et je suis pas pour culpabiliser les gens qui sont. J'ai pas de sujet là-dessus. Je sais pas comment je dois le prendre parce que moi, mes parents, ils veulent pas que je m'occupe d'eux quand ils sont vieux. Oui, non, mais. Ils préfèrent aller en EHPAD que vivre avec moi. Non, mais ça les regarde. À la limite, t'as pas à le culpabiliser. Moi, j'en discutais avec ma mère et pourtant, j'ai un conjoint. Donc, ça veut dire trouver une solution pour que, etc. Donc, ça nécessite des discussions et j'ai pas de solution pour le moment. Mais en fait. L'idée, tu vois, par exemple, là, je suis en plein lancement, etc. J'aurais pu partir sur Compostelle, etc. Je te dis, non, en fait, là, je vais monter dans quelques jours et je vais aller en Bretagne, aller voir ma mère, en fait, parce que nos parents ont 70 ans, etc. Et c'est les dernières années. Il faut créer ce lien. Non, mais... Pas les dernières non, années, mais ils vivent leur dernière... 70 ans. Non, il leur reste 30 ils le pensent pas. Même s'il leur reste 30 ans. 30 ans, c'est court, tu vois ce que je veux dire. Et même si c'est le temps qui compte, c'est dans quel état physique et de forme dans lequel ils sont. Et ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de lien de notre jeunesse, mais le problème, c'est qu'on va tellement s'habituer à ce que ce soit ça le lien, on va en crever. Parce que notre génération va s'habituer à ce que le lien, ce soit la distance. Alors qu'en fait, ce qui nous rend envie, on est des êtres de lien, c'est tout à l'heure, tu es dans la voiture, tu me touchais. Ça, tu peux pas le faire par WhatsApp. Les fous rires, manger une glace, marcher à deux, à papoter. Papoter en faisant le tour du lac de Sgor, c'est pas la même saveur que papoter par échange de WhatsApp.
Tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est comment faire en sorte d'améliorer le vivant, recréer de l'espace et de la connexion entre nous. Parce que pour moi aussi, la connexion par des machines, donc la déconnexion de soi et des autres êtres humains, pour moi, crée des problèmes de troubles de santé tout court, de santé mentale aussi. Et comment on peut repousser les gens à créer du lien, à créer des espaces. C'est ça que même moi, je crée des accompagnements de coaching qui étaient très digital, donc les uns divisés aux autres, donc on se voyait à travers des caméras en groupe, etc. Je sais que je suis en train de réfléchir à un nouvel accompagnement sur fin d'année ou début d'année prochaine. Je veux qu'on ait du lien. Je veux qu'on se voit. Je vois les filles qu'on a eues en groupe, elles le disent toutes quand on a terminé, c'est comment on peut se voir en vrai, comment on peut créer un truc. Ça manque, on a envie de se voir en vrai, on s'est vu par la caméra. Et de se dire, ok, on s'en fout, il y aura moins de rentard, je m'en cogne. Mais je veux que les gens se rencontrent, je veux que les gens se touchent, je veux que les gens rient ensemble, je veux que les gens mangent ensemble, je veux que les gens pleurent ensemble. C'est ça qui nous rend vivants. Ouais, je pense que c'est important. Et moi, je le ressens aussi. J'ai réalisé que, en fait, je connais énormément de monde dans la région, vers chez moi. J'ai toujours été à l'école là-bas, j'ai grandi là-bas, etc. Et aujourd'hui, mes amis, c'est toi qui es ici. C'est une qui habite dans le secteur, mais on n'arrive pas à se voir souvent. Une autre qui habite à 3/4 d'heure de chez moi. Et une autre qui vit vers Toulouse, voilà, globalement. Et 2 copines qui habitent vers Asnières, Gennevilliers, donc à l'opposé voilà, de chez moi. Donc traverser l'Île-de-France, soit 4 heures. Donc... Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, on s'appelle beaucoup, on se fait des visios, etc. Mais j'ai pas un groupe de potes avec qui je sais que le vendredi soir ou le samedi soir, on va se retrouver. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de ça. Alors, j'oublie pas mes amis que j'ai déjà, hein, mais j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de rencontrer des gens. Alors, je me suis mise au padel. Bon, manque de peau, j'ai une tendinite. Mais tu vois, on s'est fait des barbecues, des moments, etc. J'ai discuté, on a créé du lien. Oh, ça m'a hyper nourri, ça m'a fait du bien. Et je suis dégoûtée d'avoir une tendinite, tant parce que je peux plus jouer au padel, mais aussi parce que du coup, j'ai plus forcément la connexion qui va avec. Voilà, avec les gens du groupe. Et ça me aujourd'hui, c'est quelque chose que je visualise. C'est-à-dire que autant j'ai envie de vivre au bord de la mer, etc. Mais j'ai envie d'avoir ce groupe de potes où je sais que le vendredi soir ou le samedi soir, on se retrouve. Des fois, on est tous là, des fois, on n'est pas. Et puis j'ai envie d'avoir ça. C'est un peu la vie à, tu sais, Hélène et les garçons, comme quand on était petits. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Et ma mère, elle m'a dit, Aline, la vie, c'est pas Hélène et les garçons, d'accord? Voilà. Mais en fait, si, ça peut être Hélène et les garçons. Bon, dans une autre mesure, mais... Et voilà, je sais que j'ai envie de ça aujourd'hui. Ouais, on a été coupés de liens beaucoup. Ouais, moi, tu sais, c'est un peu pathétique, hein, je vais le dire, mais c'est un peu pathétique. Mais mon téléphone, quand je suis au travail, sonne tout le temps. WhatsApp, messages, appels, Messenger, Insta, Facebook, machin, etc. Et les mails aussi. Donc, j'ai des semaines de dingue. Mais tu sais, souvent, on est au téléphone et je te dis « Attends, je te rappelle !» Et puis évidemment, je te rappelle pas. Mais tu le sais, je le sais, on le sait. Bon, voilà, c'est pas de problème. Et en fait, le samedi soir, j'arrive chez moi à partir de 19h. Et en fait, je suis sur mon canapé et il se passe rien. Et je me dis, putain, j'ai très envie d'aller boire un verre ou j'ai très envie d'aller au ciné ou au théâtre ou d'aller me balader, etc. Et en fait, j'ai pas ce groupe de potes. Alors, j'ai vous, mais vous êtes tous loin. Donc, ça peut pas s'organiser comme ça. J'ai 2-3 potes, connaissances, mais qui soit sont mariés, ont des enfants ou ont déjà des trucs de prévus, etc. Et en fait, plusieurs fois, je me suis dit, putain, mais je me sens hyper seule, en fait. Alors que je reçois des messages tout le temps, des appels. Oui, Aline, vous avez appelé le notaire. Enfin, toi, des vraies relations, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant pour moi, dans ce que tu racontes, là, c'est tout ce que tu as expliqué là, depuis tout à l'heure, qui fait que tu es là et que tu es en train de dire, ouais, là, j'ai eu un trop-plein. Enfin, je me suis autorisée, une fois que 3 personnes m'ont dit que je pouvais, de manière légitime, de stopper avant que ce soit trop, c'est-à-dire qu'avant que je tombe littéralement dans le ravin. T'as émis quand même plusieurs sujets structurels, enfin conjoncturels, j'ai envie de dire. T'as parlé de cette notion de mérite, quoi. C'est-à-dire que j'ai bossé, et puis à un moment, on est entrepreneur, on n'a pas de filet de sécurité, et tout d'un coup, on se demande si on est légitime de s'arrêter dans une société qui stigmate les gens qui font rien, etc., etc. Il y a un rapport de valeur derrière. 2, il y a un moment où je me rends compte que j'ai cravaché dans un système, en tout cas entrepreneurial, je parle au moins pour la partie des gens qui sont entrepreneurs, à la fin, j'ai aucun filet de sécurité, j'ai cravaché, aujourd'hui, j'ai
peu importe. Il y a plein d'effets structurels qui font que je suis HS, les tâches, la pression, la charge mentale, etc. Je veux un peu de backup, l'État me prend tout, ça écœure. C'est-à-dire qu'à un moment, tu l'as pas dit, mais j'entendais presque un rapport d'injustice derrière. Ah mais vraiment, pour moi, c'est du vol organisé. Donc on pourra en reparler, mais j'entends un effet d'injustice. Après, tu dis deuxième effet, qu'on rajoute. En fait, c'est l'être humain. Et tout à l'heure, j'entends juste un être humain qui dit, en fait, et un après l'autre, voilà les couches. Et donc, j'entends la sursollicitation. Ça s'arrête jamais, pour produire. J'entends beaucoup de sollicitations, du coup, pour produire, pour faire. Et tout d'un coup, quand j'arrive ce samedi soir, ce fameux temps libre, cet espace, mon sentiment, c'est la déconnexion, la perte de lien. J'ai le vide parce que, quelque part, ça veut dire que j'ai pas aussi pris le temps de créer ce lien. Parce que je suis dans une société, dans une conjoncture, dans une structure de société où créer ce lien-là, le temps, vu que le temps, lui, il repasse pas, si je prends du temps pour faire ça, je prends pas du temps pour faire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du mal à allouer notre temps parce qu'on met le projecteur sur la définition de potentiellement c'est quoi la réussite. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, si tu en es là aujourd'hui, c'est que ce que tu as cru être une forme de réussite, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et tu vois bien aujourd'hui les manque de déconnexion, le manque de lien, la solitude, le vide, les sentiments d'injustice. J'ai produit, j'ai fait, et puis en fait, aujourd'hui, le jour où je vais pas bien, je suis pas soutenue, je dois prouver. Et en fait, ton témoignage pour moi, c'est mettre un projecteur sur la société, parce que ce que tu ressens, on verra les témoignages des gens, mais ce que tu ressens, c'est certainement ce que plein de gens vivent. Quand tu parlais tout à l'heure des 30% d'entrepreneurs qui sont en burn-out non déclaré. Et c'est ça que je veux montrer. C'est-à-dire que la santé mentale, on veut nous prouver, c'est un peu comme l'écologie. On veut faire en sorte que l'écologie soit un sujet individuel. Triez vos poubelles, chacun individuellement, mettez moins d'eau, foutage de gueule. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont collectifs, où chacun, on a une responsabilité individuelle et collective. Mais collectif. Oui, mais alors tu vois, dans le dernier podcast, je suis venue te dire, voilà, mon parcours c'est ça, je me suis relevée, aujourd'hui j'en suis là, etc. Et puis quand tu vois des podcasts, c'est il est parti de rien et aujourd'hui il est à la tête de ta. Là, en fait, aujourd'hui, je suis dans un vide, un croisement, quelque chose. Et en fait, c'est aussi ça. Parce que tu as cette frustration de dire « Ah putain, il est parti de rien, aujourd'hui il a tout. » Et moi, je fais comment ? C'est pourquoi il a tout. Je trouve qu'il est malheureux le soir, il rentre, il est seul. Tu sais pas, dans 5 ans, il a une maladie, un cancer, parce qu'il a pas respiré depuis 5 ans. Oui, mais il a inventé l'ouvre-bouteille magique et aujourd'hui, il a 2 yachts et 3 maisons à Monaco. C'est pas tout, un yacht. Oui, moi, j'aime beaucoup les yachts. Voilà. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et j'espère que voilà, ce podcast, peut-être des gens l'écouteront en se disant ok, en fait, c'est une phase de vie, putain, je ressens exactement la même chose, etc. Et que il y a des gens qui ont fait des retours sur mon podcast en disant que voilà, j'avais une super énergie, machin, etc. On n'est pas obligé d'être au fond du trou. Je suis pas au fond du trou non plus. Malgré tout, je suis quand même à un croisement des chemins. Je nécessite pas d'hospitalisation, mais malgré tout, j'ai quand même besoin d'avoir une aide financière pour avoir le temps de prendre le temps, etc. J'ai beaucoup produit, pour le coup, pour la société. J'ai payé beaucoup de TVA, j'ai payé beaucoup d'impôts, j'ai payé beaucoup de charges, etc. Et malgré tout, aujourd'hui, on me culpabilise de devoir prendre le temps. Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est prendre le temps de me recharger pour pouvoir aller reproduire. Allez, vas-y, Lansac. Oui, la définition de la santé de l'OMS, quelque part, c'est comment tu deviens un humain fonctionnel pour reproduire et être efficace pour produire dans la société. On te demande d'être fonctionnel. Ouais. C'est pas ça, hein. C'est pas ça vivre. C'est pas être fonctionnel pour être un produit de la société et du capitalisme. Non. Et je sais pas si tu connais cette histoire du pêcheur mexicain. Non ? Vas-y. Alors, je vais vous la faire très courte parce que je l'ai pas entièrement, mais c'est un touriste américain qui part au Mexique. Il va dans un village et il voit un pêcheur mexicain qui, le matin, part de chez lui, va pêcher ses 3 poissons. Il rentre, sa femme cuisine les poissons, il mange. L'après-midi, il fait la sieste. Le soir, il prend l'apéro avec les amis, la famille, et puis il va se coucher. Et là, le touriste américain lui dit « Mais attends, pourquoi t'achèterais pas un bateau ? Pourquoi faire ? Pour pouvoir pêcher plus. Pourquoi faire ? Pour pouvoir avoir plus de chiffre d'affaires. Pourquoi faire ?» Bon, grosso modo, il lui dit l'idée serait que tu puisses développer tes bateaux, ton nombre de bateaux, etc., pour pouvoir pêcher plus, avoir plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, pour pouvoir te construire un patrimoine, pour du coup pouvoir profiter de ta retraite. Et le pêcheur mexicain, il dit « Mais je fais quoi de ma retraite ?» Il dit « Tu pourras vivre et passer du temps avec ta femme, faire la sieste, etc. » Mais en fait, c'est déjà la vie que j'ai. Bon, voilà, nous, on a cette recherche-là. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup, finalement, pour vivre bien.
Alors, je dis pas, hein, moi, j'aime les belles choses, j'aime les beaux voyages, etc. Donc, je peux pas vivre avec 50 € par mois non plus. Il faut pas se mentir. Mais aujourd'hui, revenir peut-être un petit peu à l'essentiel, à des choses qui nous font du bien et pas forcément toujours chercher à produire. Parce que de toute façon, plus on produit, plus on nous en prend. Donc, le calcul, il faut le refaire et penser à soi. Et il y a une chose, alors, j'en avais pas parlé dans le dernier podcast, il me semble. Ça va pas être très... c'est pas très gai, je suis désolée, mais j'ai une amie qui a perdu sa maman il y a 2 ans et je l'ai vue, donc je suis allée au funérarium la voir. Et en fait, j'ai eu un double effet qui se coule, c'est je l'ai vue et moi je la connais, j'ai connu cette dame, elle avait un peu moins de 30 ans, moi j'avais 2 ans et demi, 3 ans, et j'ai vu toute sa vie. Son travail, ses vacances, les barbecues, les fêtes, les engueulades, parce qu'elle m'a engueulée quand j'étais petite, tout ça. Donc j'ai vu tout ça, sa retraite, tout. Et puis je me suis dit, waouh, tout ça pour que ça s'arrête comme ça. Donc première seconde, ou première demi-seconde, je me suis dit, en fait, la vie, ça sert à rien. Et deuxième seconde, je me suis dit, mais en fait, la vie, ça sert juste à profiter chaque jour et à se nourrir chaque jour. Parce qu'en fait, là, même si elle avait sauvé des millions de personnes, si elle avait gagné des millions d'euros, si elle avait créé la plus grosse entreprise du monde et de l'univers, là, au moment où ça va s'arrêter, on va vider ton sac à main, on va donner tes affaires, on va régler la succession, on va pleurer un peu, on va venir à ton enterrement, etc. Si on n'a pas d'autres choses à faire, d'autres rendez-vous, s'il pleut pas trop, si les enfants... Voilà. Et puis après, on va retourner à nos vies. Donc en fait, quoi que tu fasses de ta vie, fais juste en sorte de kiffer, de t'amuser, de prendre du plaisir. Et tu sais, il y a une question que je me suis posée aussi. Je sais pas si c'est pas toi qui me l'as dit. Si on met en face de toi un livre qui reprend ta vie depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Donc tu lis ce livre, donc tu relis ta vie, hein, qu'est-ce que tu te dis ? Et en fait, moi, je me suis fait cet exercice du coup, je me suis auto-fait, et je me suis dit, si je lis mon livre, je me dirais, mais elle a eu une vie de ouf. Alors, j'ai toujours voyagé, des fois j'avais pas de sous, je suis partie à droite, à gauche, etc. Aujourd'hui, je parle 3 langues, j'ai vécu, j'ai monté 2 boîtes, enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai vécu dans 2 pays étrangers, etc. Je me dis, putain, mais trop bien. Trop bien. Et si ça doit s'arrêter demain, de toute façon, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et au moment où j'avais envie de le faire. On m'a dit que c'était pas bien, on m'a dit que c'était pas le moment, on m'a dit que c'était pas raisonnable, on m'a dit que si, ça et là. Mais au final, ça s'est toujours bien passé. Donc, juste, à la limite, voilà, peut-être donner cette petite lumière-là, cette petite étincelle, de dire, en fait, tu peux faire les plus grandes choses du monde, être le plus grand producteur. Le jour où ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Donc, vas-y, viens, aujourd'hui, on kiffe et demain, on va kiffer aussi et on verra. Et si ça s'arrête après-demain, c'est OK. Et si tu devais juste te retourner cette histoire-là, là, tout de suite, là, maintenant ? C'est-à-dire ? Par rapport à ce que tu dis, je suis dans la croisée, etc. C'est-à-dire que j'entends toute l'histoire que tu es en train de dire là, mais si tu devais te la transposer, là, tout de suite, maintenant ? Je crois que ça me donne envie, là, de rentrer, de vendre mon terrain et de mettre ma maison en loc et de partir faire un tour du monde. Et là, après, je me dirais, bah oui, mais si je pars là-bas, je construis rien. Mais ça, c'est ton mental. Machin, ça. Tu vois, si t'écoutes ton cœur. Oui. Tu vois, mais... écouter mon cœur, oui, ce serait ça. Soit ce serait partir avec mon chien, parce que mon chien, j'ai un chien qui a 11 ans. Il vit avec moi depuis 11-12 ans maintenant. Donc, je pense qu'elle va pas vivre encore 10 ans. Mais ouais, envie de l'emmener, de rencontrer des personnes différentes, des sensations différentes. Tu vois, une sensation que j'aime par-dessus tout, c'est ce truc où tu t'arrives dans un aéroport à l'étranger et tu vas pour sortir. Et là, les portes s'ouvrent et t'as cette première bouffée d'air là où tu sens l'odeur du pays, tu vois, où c'est chaud, où c'est froid en fonction de là où t'es, etc. Mais cette sensation-là, elle est incroyable. D'ailleurs, il y avait une émission qui existait dans les aéroports qui s'appelait Hello Goodbye. Les gens allaient dans les aéroports et ils allaient ou aux arrivées ou au départ. Et il y a toujours des histoires incroyables. Moi, les aéroports, ça m'a toujours fascinée, tu vois. Mais je crois que ouais, je voudrais... Là, si je suivais mon cœur, là, ouais, je pense que je ferais ça. Et pourquoi tu suis pas ton cœur ? Mais je sais pas. Voilà. Donc, on fera le 3 quand elle sera revenue de ses voyages et qu'elle aura... En fait, si tu sais... Je te dois combien pour le coaching ? Devant tout le monde, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu pourras revoir l'épisode, mais tu dis tout, là. T'as juste des peurs mentales, de société, de... Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, t'as toujours été entrepreneur, donc effectivement, t'as pas d'aide, mais... En fait, tu te rends bien compte qu'à chaque fois que t'as réussi à générer de la ressource, en fait, et t'arrives pas à te poser et te dire, mais en fait, je peux juste vivre avec les ressources que j'ai créées parce que j'ai de côté, et juste vivre, en fait. Et en fait, tu sais déjà ce que tu veux. T'as juste peur. Tu sais ce que tu veux. Elle va apprendre à parler espagnol. Au fond, tu le sais. Mais on verra à l'épisode 3. Je te le ferai en visio depuis le Pérou. Bon, tu reviendras dire bonjour à la famille, mais c'est intéressant. Merci d'avoir partagé
ton cheminement, là où t'en es. Je trouvais ça intéressant parce que, je te dis, j'avais beaucoup aimé l'épisode avec toi dans la saison 1 et je trouve que ce que tu vis, même si t'es entrepreneur, il y a des gens même qui sont salariés, peuvent ressentir les mêmes choses. Je pense que ce que tu ressens sur sollicitation, l'épuisement, enfin, il y a plein de choses que tout être humain peut ressentir à un moment dans sa vie. Merci d'avoir partagé parce que je sais que c'est pas évident de venir parler quand on est dans ces périodes de transition, ne serait-ce que par rapport à tes clients, par rapport à ta famille, par rapport aux assureurs, tu vois. Puis on a toujours cette peur de se dire oh là là, là je suis capable de parler devant un micro, alors est-ce que on va pas m'enlever mes trucs, mes machins, etc. Enfin c'est impensable. En fait, j'ai juste besoin justement d'être là, discuter, parce que c'est une discussion avec une amie et retourner après à tes mots croisés sur le transat, etc. Mais ça fait aussi partie de la vie, donc merci d'avoir partagé. Je sais que c'est pas des moments forcément faciles et d'en témoigner, donc merci pour ton courage et de le partager ici et être entendu par tout le monde. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin ? Bah écoute, oui, c'est une prise de risque parce que j'ai pas du tout communiqué sur le fait que j'étais en arrêt. Et je pense que quand le podcast va sortir, j'aurai toujours pas communiqué dessus. Donc, ouais, c'est une mise à nu et ça m'a fait cette sensation au premier podcast. En fait, moi, je t'ai parlé je faisais même plus attention au micro. Et en fait, quand j'ai entendu les premiers extraits, je me suis dit, c'est quand même très intime ce que j'ai raconté. Mais en fait, ça passe. Et puis, en vrai, c'est que du vrai. Donc, est-ce que je veux rajouter quelque chose ? Je te dirai la suite au prochain numéro. Et puis moi, je te souhaite plein de belles choses et j'ai hâte de suivre parce que j'ai cru entendre certains noms des prochains invités et pour le coup, c'est hyper pertinent. C'est riche et j'espère que les gens qui seront invités saisiront l'opportunité parce que tu as une vraie écoute, tu as un vrai public là-dessus et que voilà, j'ai hâte, je sais pas où je serai, peut-être à Meaux, peut-être au Chili ou peut-être en Australie, mais en tout cas, j'écouterai tes épisodes. Merci à toi d'être venu pour cet épisode. Merci à vous. Et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça vous a plu, parce que quelque part, c'est le moyen de nous soutenir, d'avoir justement de plus en plus d'invités reconnus, pertinents, sur lesquels on va pouvoir leur poser des questions, pour pouvoir vous aider justement à répondre à des questions que vous pouvez vous poser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube. Et pareil, n'hésitez pas à mettre des notes sur Spotify ou Apple Podcast. Pareil, mettez les 5 étoiles, ça nous aide à être en tout cas un peu plus... Il n'y a pas d'algorithme comme les réseaux sociaux, ça nous aide à être un petit peu plus poussé et être un peu plus visible parce que voilà, ça nous aide. Donc si vous voulez nous aider, nous soutenir, voilà ce que vous avez à faire. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre écoute. Merci Aline et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.